Le millionnaire découvre la nouvelle nourrice portant ses jumeaux. Et tout éclate au grand jour, le miracle inattendu dans la cuisine. Le jour où Éric Dubois sentit ses genoux fléchir et son souffle lui manquer, ce ne fut ni à cause d'une crise cardiaque, ni parce que la bourse s'était effondrée, emportant sa fortune. Non, l'homme qui gérait des millions avec la froideur d'un iceberg fut brisé par ce qu'il vit dans sa propre cuisine un mardi ordinaire à 11 heures du matin. Éric n'aurait jamais dû être là à cette heure. Il était censé s'envoler pour Toronto, afin de conclure l'affaire de sa vie, une fusion immobilière qui lui donnerait encore plus de pouvoir, encore plus d'argent et encore plus d'excuses pour ne pas être dans cette maison, qui sentait la tristesse depuis que son épouse Catherine était montée au ciel. Mais le destin, ou peut être Dieu lui-même, las de voir tant d'injustice, lui fit oublier son passeport. Il rentra en voiture, enragé. Il frappait le volant de sa voiture sport allemande, maudissant sa mauvaise mémoire. Dans sa tête résonnaient seulement les mots que Isabelle, sa fiancée parfaite, élégante et prétendument dévouée, lui avait dit ce matin-là en se refaisant les ongles en porcelaine. « Ah, mon amour, cette nouvelle jeune femme, cette Mélanie, ne m'inspire pas confiance. Je te jure qu'hier je l'ai vue ignorer les jumeaux pendant qu'ils pleuraient. Je crois qu'elle est paresseuse. Et le pire, Éric, il me manque des boucles d'oreilles. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais je crois que nous devrions la renvoyer aujourd'hui même. Je m'occupe de tout. » Le sang bouillonnait dans les veines d'Éric. Encore une nourrice voleuse, encore une incapable, qui venait profiter de sa douleur et de son argent. C'en était trop, pensa-t-il en garant brusquement sa voiture devant le manoir. Il allait entrer, la virer lui-même à grands cris et la mettre à la porte avec ce qu'elle avait sur le dos. Il ne permettrait à personne de maltraiter ses enfants, même si lui-même, dans son immense aveuglement, n'était même pas capable de les étreindre, sans sentir qu'ils se brisaient de l'intérieur. Il entra dans la maison comme une trombe, claquant la porte principale, mais quelque chose l'arrêta net. Le silence. Pas le silence froid et sépulcral habituel. C'était un silence différent, un silence de paix. On n'entendait pas les pleurs désespérés de Léo et Hugo, ces pleurs qui lui transperçaient l'âme la nuit. On entendait quelque chose de plus doux, une mélodie. Quelqu'un fredonnait une berceuse, mais avec un rythme joyeux, comme de la campagne, comme de la vie. Il se dirigea vers la cuisine, guidé par cette voix. Ses chaussures de designer italien ne faisaient aucun bruit sur le marbre importé. Il se sentait comme un intrus dans sa propre maison. En arrivant au seuil de la cuisine, il se prépara à voir le désastre. Sûrement la nourrice serait en train de manger ou de regarder son cellulaire pendant que les enfants seraient enfermés dans le parc. Mais ce qu'il vit lui coupa le souffle et lui glaça le cœur. La cuisine était baignée d'une lumière naturelle magnifique qui entrait par la grande fenêtre, une lumière qui semblait bénir ce qui s'y passait. Et là, elle était. Mélanie n'était pas assise, elle n'était pas sur son cellulaire. La jeune femme, avec ses traits fins et humbles, ses cheveux foncés, attachés en un chignon bas et parfait, était debout près du comptoir. Elle portait cet uniforme bleu classique que Isabelle insistait pour que toutes les employées portent afin qu'elles n'oublient pas leur place, et des gants de caoutchouc jaune vif qui contrastaient avec tout le luxe moderne en acier inoxydable de la pièce. Mais elle n'était pas seule. Éric dut cligner des yeux 2 fois car son cerveau d'homme d'affaires ne traitait pas l'image. Mélanie avait ses enfants, ses jumeaux, collés à son corps. Avec un long et doux tissu gris, une écharpe de portage de celle que les grands-mères utilisaient autrefois dans les villages, elle avait attaché les 2 bébés. L'un était tranquille dans son dos, regardant le monde avec curiosité, et l'autre était blotti contre sa poitrine, près de son cœur, à moitié endormi. Les 2 enfants qui, avec Isabelle, semblaient toujours anxieux, rouges de tant pleurer, le nez qui coule, avaient maintenant l'air propre, en paix. Ils avaient les joues roses et les cheveux blonds coiffés avec amour. Mélanie nettoyait le comptoir avec des mouvements doux, rythmés, presque comme si elle dansait. Et en passant le chiffon, elle se balançait. Un pas à droite, un pas à gauche. « Dors, mon enfant, dors maintenant », chantait-elle à voix basse, d'une voix qui n'avait pas de technique, mais qui avait quelque chose de bien plus précieux. Elle avait de l'amour. Léo, celui qui était dans son dos, tendit une petite main potelée et attrapa une mèche de cheveux de la jeune femme. Elle, sans cesser de nettoyer, tourna la tête et lui donna un baiser sonore sur la petite main. Le bébé éclata de rire, un rire cristallin, pur, un rire qu'Éric n'avait pas entendu en 12 mois de vie de ses enfants. La mallette en cuir d'Éric lui échappa des mains et tomba au sol avec un bruit sec. Mélanie sursauta, se retournant rapidement, protégeant instinctivement la petite tête du bébé qu'elle portait devant avec ses mains gantées. Ses grands yeux noirs rencontrèrent les siens. Il y avait de la peur dans son regard. Oui,
La peur de l'employé qui sait que le patron est un homme dur. Mais elle ne se recroquevilla pas. Elle resta ferme, portant le poids de ses 2 enfants comme s'ils étaient des plumes, comme s'ils étaient les siens. « Monsieur Dubois », murmura-t-elle, baissant respectueusement le regard, mais sans lâcher les enfants. « Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu arriver. C'est que Hugo était très agité à cause de ses dents et ne voulait pas rester dans son berceau. Et Léo pleurait si je le laissais seul. Et comme Madame Isabelle veut la cuisine propre pour le déjeuner, eh bien je les ai portés. Comme ça je finis vite et il ne souffre pas. » Éric ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il regarda ses enfants. Hugo, celui qui était devant, en voyant son papa, ne pleura pas. Il le regarda simplement avec ses yeux bleus identiques à ceux de sa mère décédée, puis reposa sa tête sur la poitrine de Mélanie, soupirant profondément, se sentant en sécurité dans les bras d'une étrangère, en sécurité sur la poitrine d'une femme à qui on payait le salaire minimum. À ce moment-là, l'image d'Isabelle disant « Elle est paresseuse, elle les ignore », se brisa comme un miroir étoilé. Éric ressentit une telle honte qu'elle lui brûla le visage. Comment pouvait-il être si aveugle? Comment pouvait-il être si stupide? Là, sous ses yeux, il avait la preuve vivante que dans cette maison il manquait tout, sauf de l'argent. Il manquait de chaleur. Et cette jeune femme aux gants jaunes était le seul poêle allumé au milieu d'un hiver émotionnel. Des larmes traîtresses et lourdes s'accumulèrent dans les yeux d'Éric. Lui, l'homme de fer, dut s'appuyer sur l'encadrement de la porte pour ne pas tomber. « Toujours tu fais ça », parvint-il à demander d'une voix rauque. Mélanie le regarda, craignant d'être réprimandée pour avoir utilisé ce chiffon pour porter les héritiers. « Seulement quand ils ont besoin de chaleur, monsieur. Les bébés ne comprennent pas les horaires, ni les berceaux en or. Ils veulent juste sentir un cœur battre près d'eux. » Éric ferma les yeux, et pour la première fois en 1 an, il sentit la douleur de la perte. Il sentit la culpabilité de son abandon, et il sentit la terreur absolue de penser que, s'il n'avait pas oublié ce maudit passeport, ce même après-midi, Isabelle aurait jeté cette jeune femme à la rue. Mais pour que vous compreniez, comment un homme intelligent a pu en arriver à être si aveugle, et comment une vipère a pu s'enrouler si fort autour de cette famille, nous devons remonter le temps. Car ce moment dans la cuisine ne fut pas le début de la fin, ce fut le réveil d'un cauchemar qui avait commencé bien avant, le règne de glace et le masque parfait. Revenons 3 mois en arrière. Vous devez voir comment était la vie au manoir Dubois avant l'arrivée de Mélanie, pour comprendre pourquoi cette maison était un cimetière d'âmes vivantes. Éric Dubois n'a pas toujours été un homme amer. Quand Catherine, son épouse, vivait, cette maison était une fête. Il y avait des fleurs fraîches, de la musique le dimanche et des rires. Mais Catherine est morte en accouchant. Elle est partie en donnant naissance aux jumeaux, laissant à Éric 2 beaux bébés et un trou dans la poitrine grand comme le monde. La douleur transforma Éric. Il devint une machine. Il se levait à 5 heures du matin, allait à la compagnie de construction et revenait quand les enfants dormaient déjà. Il ne pouvait pas les regarder, non pas parce qu'il ne les aimait pas, mais parce que les voir, c'était voir Catherine. Et il était un lâche face à la douleur. Alors il décida que la meilleure chose qu'il pouvait faire pour ses enfants était de faire de l'argent, beaucoup d'argent, pour leur assurer l'avenir. Les jumeaux avaient un fonds en fiducie, un héritage intouchable de 5 millions de dollars que leur mère leur avait laissé. Mais Éric voulait leur donner plus. Il croyait, comme beaucoup de riches stupides, que l'affection pouvait être sous-traitée. Et c'est là qu'Isabelle est entrée en scène. Ah, Isabelle, si vous l'aviez vue, elle était comme une poupée de vitrine, grande, blonde, toujours vêtue de tailleurs impeccables, qui coûtaient ce qu'une famille normale dépense en nourriture en 1 an. Elle était la directrice marketing de l'entreprise d'Éric. Elle commença par lui apporter du café, puis écouta ses peines, et peu à peu, comme l'humidité qui s'infiltre dans les murs, elle s'immisça dans sa vie. « Éric, tu as besoin d'une femme qui mette de l'ordre dans cette maison », lui disait-elle d'une voix douce, lui touchant l'épaule. « Ces enfants ont besoin d'une mère et toi. Tu as besoin d'une compagne à ta hauteur. » 6 mois après la mort de Catherine, Isabelle s'était déjà installée dans le manoir, et avec elle, le froid arriva. Isabelle détestait le désordre, détestait le bruit, et surtout, détestait tout ce qui n'était pas elle-même. Mais elle était intelligente, très intelligente. Devant Éric, elle était la belle-mère de contes de fées. « Ah, mes beaux petits », disait-elle quand Éric entrait dans le salon et courait donner un baiser sur le front de Léo, même si intérieurement elle comptait les secondes pour s'essuyer la bave de l'enfant avec du désinfectant. Mais dès que le Jaguar d'Éric sortait par le portail électrique, le masque tombait. La maison se transformait en quartier militaire. « Madame Thérèse !»
criait Isabelle depuis l'escalier avec cette voix stridente qui lui venait quand personne d'important ne l'entendait. Que ces morveux se taisent. J'ai mal à la tête, et je dois choisir les nappes pour le gala de charité. Madame Thérèse, la cuisinière qui était avec la famille depuis 20 ans et qui avait vu Éric grandir, serrait les dents dans la cuisine. Elle connaissait la vérité. Elle voyait comment Isabelle ne regardait même pas les bébés. Elle voyait comment elle ordonnait de leur donner le biberon dans le berceau pour ne pas les mal habituer au bras. Elle voyait comment les nourrices duraient moins qu'un soupir, car c'était le jeu d'Isabelle, le carrousel des nourrices. En 3 mois, 5 jeunes femmes étaient passées. La première, une dame âgée très douce, elle l'a renvoyée parce qu'elle sentait le vieux. La seconde, elle l'a accusée d'avoir volé une crème faciale à $200 que Isabelle elle-même avait jetée à la poubelle. À la troisième, elle a dit à Éric qu'elle l'avait vu secouer le bébé avec violence. Pur mensonge. C'est que personne ne s'en occupe comme moi, mon amour, disait Isabelle à Éric au dîner en lui servant du vin cher. Il est si difficile de trouver des gens de confiance de nos jours. Ce ne sont que des sauvages, des ignorantes. Mais ne t'inquiète pas, je continue de chercher. Je me sacrifie pour toi et pour les enfants. Et Éric, épuisé, l'esprit au contrat et le cœur fermé, la croyait. Il lui signait des chèques en blanc pour les dépenses de la maison, lui offrait des bijoux pour sa patience et la remerciait de protéger ses enfants de ses supposées mauvaises femmes. Il ne se rendait pas compte que la seule vraie menace dormait dans son propre lit. Ce qu'Éric ne savait pas, ce que personne ne savait, à l'exception d'Isabelle elle-même et de sa conscience noire, c'est que le temps pressait. Isabelle avait des dettes, de grosses dettes de jeu, et d'une vie de luxe que son salaire ne pouvait payer. Les créanciers la pressaient. Elle ne voulait pas d'Éric. Elle voulait le contrôle, et surtout, elle voulait ses 5 millions de dollars du fonds en fiducie des enfants. Mais il y avait un problème. Le testament de Catherine disait clairement que l'argent était pour les enfants et qu'il serait administré par leur père ou leur tuteur légal jusqu'à ce qu'ils aient 25 ans. Isabelle avait besoin d'épouser Éric. Vite. Et après les enfants devraient disparaître. Un pensionnat en Suisse, un accident regrettable. Son esprit tordu échafaudait déjà des plans sombres pendant qu'elle essayait des robes de mariée. La maison était à un point critique. Les jumeaux étaient de plus en plus maigres, de plus en plus tristes. Ils passaient la journée à regarder les barreaux de leur berceau. Ils manquaient d'air, ils manquaient de vie. Madame Thérèse priait tous les jours devant sa petite statue de Sainte-Anne, cachée dans le garde-manger. Sainte Mère, envoie un ange. Envoie quelqu'un qui a la peau dure pour supporter cette sorcière, mais le cœur doux pour sauver ses enfants. Car sinon, ces petits anges vont mourir de tristesse. Et puis, un matin pluvieux d'avril, la sonnette de service retentit. C'était Mélanie. Elle était trempée car elle n'avait pas d'argent pour le taxi, et l'autobus l'avait déposée à 4 pâtés de maison. Elle portait ses chaussures usées, un dossier avec ses papiers froissés par l'humidité et un besoin de travailler qui se lisait sur ses os. Elle avait besoin de réunir 150 000 $ pour l'opération de la hanche de sa mère dans son village. Elle était prête à tout endurer. Isabelle l'a reçue dans le vestibule, la regardant de haut en bas avec dégoût, comme si Mélanie était une tache de graisse sur son tapis perçant. « Alors, c'est toi la nouvelle ?» dit Isabelle. Elle ne lui demanda même pas son nom. « Je te préviens d'une chose, gamine. Ici, on vient travailler, pas jouer à la maman. » Isabelle s'approcha, envahissant l'espace personnel de Mélanie, et lui déclama les règles de l'enfer avec un sourire glacial. Règle numéro 1. Pas de bruit. Règle numéro 2. Les enfants mangent à leurs heures et dorment à leurs heures. S'ils pleurent, tu les laisses. Ils doivent apprendre la discipline. Règle numéro 3. Ne les porte pas, ne les embrasse pas et ne les câline pas. Tu viens de la rue, pleine de microbes, et mes enfants sont délicats. Tu as compris? Ou je t'explique avec des exemples. Mélanie, serrant son dossier contre sa poitrine, hocha la tête. Elle avait besoin d'argent. Oui, madame, j'ai compris. Bien, dit Isabelle en tournant le dos. Tu commences tout de suite et fais attention à ce que tu touches. J'ai des caméras même dans la salle de bain. Ce que Isabelle ne savait pas, c'est que Mélanie pouvait être pauvre. Elle pouvait être humble, mais elle avait quelque chose qu'aucune caméra ne pouvait détecter et qu'aucun argent ne pouvait acheter. Elle avait un instinct de lionne. Et dès qu'elle vit ses 2 bébés seuls dans leur berceau géant avec les couches sales et le regard perdu, Mélanie sut que les règles de cette dame iraient directement à la poubelle. La guerre pour la vie de ses enfants venait de commencer et l'ange aux gants de caoutchouc n'allait pas se rendre sans combattre. L'ange faux arrive. Mais bon, séchons nos larmes un instant, car pour comprendre l'ampleur du miracle, il faut d'abord descendre en enfer. Et croyez-moi, l'enfer ne sent pas toujours le soufre. Parfois, il sent la lavande importée.
Et il a des sols en marbre si froids qu'ils vous glacent les os. Ce premier jour, quand la porte du manoir se referma derrière Mélanie, elle sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. La maison était immense, oui, magnifique, de celle qu'on voit dans les magazines qu'elle feuilletait dans la salle d'attente du dentiste. Mais elle était morte. Il n'y avait pas un seul jouet par terre, pas de photos de famille, juste le silence et l'écho. Isabelle marchait devant elle, claquant des talons avec force comme pour marquer son territoire. « Suis-moi et ne touche à rien. Ces vases valent plus que ta vie », dit la blonde sans la regarder. Mélanie serra la poignée de son sac en toile. Dans son esprit, elle répétait un seul chiffre, 150 000 $. 150 000. C'était le coût de l'opération de sa mère. Si elle tenait 6 mois dans cette maison, avec le salaire qu'on lui avait promis, elle pourrait sauver sa vieille de la chaise roulante. « Tiens bon, Mélanie, tiens bon pour ta mère », se disait-elle. Elles montèrent les escaliers jusqu'au 2e étage. Isabelle ouvrit une porte blanche, et là ils étaient. La chambre des enfants était plus grande que toute la maison de Mélanie au village. Elle avait des berceaux en bois fin, des rideaux de soie et un tapis blanc immaculé, mais elle ressemblait à un hôpital. Au milieu de ce luxe absurde, 2 petits êtres s'accrochaient aux barreaux de leur berceau comme des prisonniers miniatures, Léo et Hugo. Quand Mélanie les vit, elle oublia sa peur d'Isabelle. Elle oublia l'argent, elle oublia tout. Les enfants ne pleuraient pas, ils étaient là, debout, regardant dans le vide avec des yeux si tristes, si vides, que Mélanie eut un nœud dans la gorge. Ils étaient pâles. Ils avaient ce regard des petits chiens errants qui se sont fatigués de mendier de la nourriture parce qu'ils savent que personne ne leur en donnera. « Mon Dieu !» murmura Mélanie, portant une main à sa bouche. « Ils sont si maigres, madame. » Isabelle se retourna avec un faux sourire qui faisait peur. « Ils sont à leur poids idéal, gamine. Le pédiatre dit qu'il ne faut pas les suralimenter pour qu'ils ne soient pas obèses plus tard. De plus, la nourriture les rend agités. » Mélanie s'approcha du berceau d'Hugo. Le bébé, en la voyant, recula effrayé. Il se recroquevilla dans un coin du berceau, tremblant. « Tu vois ?» dit Isabelle avec mépris. « Ils ne t'aiment pas. Tu sens la rue, tu sens la pauvreté. Et ce sont des enfants de bonne famille. » Mélanie sentit la gifle des mots, mais son instinct fut plus fort. Ignorant l'avertissement, elle glissa doucement sa main dans le berceau, paume ouverte, comme on approche un petit animal blessé. « Bonjour, mon petit » murmura-t-elle. « N'aie pas peur, c'est Mélanie. » Hugo la regarda, renifla sa main, et alors il se passa quelque chose que Isabelle n'attendait pas. L'enfant posa sa joue sur la main de Mélanie et ferma les yeux, poussant un soupir profond. Il était affamé de contact. Isabelle claqua des doigts, brisant le moment magique avec la violence d'un fouet. « Je t'ai dit de ne pas les toucher !» cria-t-elle. « Retire tes mains sales de là. Ton travail est de nettoyer, de laver leurs vêtements et de préparer les biberons. Je m'occupe de leur éducation. Je ne veux pas que tu les gâtes avec tes manières de la campagne. Ici, on ne porte pas les enfants comme des singes. Ici, on élève des hommes indépendants. » Mélanie retira sa main effrayée. Mais elle avait déjà senti quelque chose. La peau de l'enfant était froide, et la couche. La couche était lourde. Elle n'avait pas été changée depuis des heures. « Madame, l'enfant est sale », osa dire Mélanie. « Alors change-le, c'est pour ça que je te paie. Mais vite, et utilise des gants. Je ne veux pas que tu les touches directement. Ça me dégoûte de penser où tu as eu ses mains. » Cet après-midi-là, Éric rentra tôt. Mélanie était dans la cuisine, lavant les biberons à l'eau bouillante comme on le lui avait ordonné. Elle entendit la porte, puis la voix d'Isabelle. Le ton de la femme changea instantanément. De la sorcière qui criait dans la chambre des enfants, elle devint un chaton ronronnant. « Mon amour, quelle surprise !» entendit Mélanie. « Ah, je suis épuisée. J'ai passé tout l'après-midi à jouer avec les jumeaux, à leur montrer les cartes de stimulation précoce. Ils sont si intelligents, tout comme toi, mais ils me tuent, pauvre de moi. » Éric entra dans la cuisine à la recherche d'eau. Il avait l'air gris, fatigué. Il portait le poids du monde sur ses épaules. Il vit Mélanie. « Bonsoir », dit-il sèchement, sans vraiment la regarder. « Bonsoir, monsieur », répondit-elle, s'essuyant les mains sur son tablier. « Tout va bien avec les enfants ?» demanda-t-il en se servant un verre d'eau. Mélanie ouvrit la bouche. Elle voulait lui crier. « Vos enfants ont faim, ils ont froid, votre femme ne les a pas touchés de toute la journée. » Mais alors Isabelle entra, embrassant Éric par derrière, lui embrassant le cou. « Tout est parfait, mon amour. Cette Mélanie est un peu lente, mais elle apprend. Je lui apprends comment nous faisons les choses dans cette famille, n'est-ce pas, Mélanie ?» Isabelle la regarda par-dessus l'épaule d'Éric. Ses yeux bleus étaient 2 poignards de glace. La menace était claire. « Ouvre la bouche et je te détruis. » Mélanie pensa à sa mère,
à la douleur de la hanche qui ne la laissait pas dormir, aux médicaments qui manquaient, et baissa la tête. « Oui, madame, tout va bien. » Eric hocha la tête, but son verre d'eau, et quitta la cuisine sans savoir qu'il venait de laisser ses enfants aux mains de l'ennemi. Mélanie resta seule, le cœur serré, se sentant complice d'un crime silencieux. Mais cette nuit-là, quand tout le monde dormit, elle fit une promesse. « Je ne partirai pas. Même si on me traite comme de la vermine, je serai le bouclier de ces enfants. » Le masque tombe, mais seulement pour nous. Les jours passèrent, et la routine de la terreur s'installa au manoir Dubois. Pour Eric, tout semblait rouler comme sur des roulettes. La maison était plus propre que jamais. Les vêtements des enfants sentaient le frais, et Isabelle le recevait toujours avec un sourire et un verre de vin. « Tu vois, mon amour, » lui disait-elle, « nous n'avions besoin que d'une main ferme. Les enfants sont plus calmes, car maintenant ils ont de la discipline. These badia, once frange, prasa, and that is Eisenphrase. » Avant, il pleurait par caprice, mais la réalité, la réalité était tout autre. Un mardi matin, Eric partit en voyage à Montréal. Isabelle lui fit ses adieux à la porte avec un baiser de cinéma, lui arrangeant la cravate. « Tu vas tellement me manquer, mon amour. Appelle-moi dès que tu arrives. Prends bien soin de toi. » La voiture noire d'Eric franchit le portail. Le chauffeur le referma, et à cet instant précis, le sourire d'Isabelle s'évanouit comme s'il n'avait jamais existé. Elle se retourna et entra dans la maison en criant « Mélanie, apporte mon petit déjeuner sur la terrasse et je veux du jus d'orange fraîchement pressé, pas cette saleté en boîte. » Mélanie courut à la cuisine. Pendant qu'elle pressait les oranges, elle entendit les pleurs. C'étaient les jumeaux, ils s'étaient réveillés. Le moniteur pour bébé qui était dans la cuisine s'alluma avec les cris désespérés de Léo. Mélanie laissa les oranges et courut vers les escaliers, mais Isabelle se posta sur son chemin avec une robe de chambre en soie rouge et une cigarette électronique à la main. « Où vas-tu si vite, impertinente ? Les enfants, madame, ils pleurent. » Ils se sont réveillés. Isabelle tira une bouffée de sa cigarette et relâcha la fumée vers le plafond avec un calme exaspérant. « Laisse-les. »« Mais madame, ils pleurent très fort. Ils doivent avoir faim ou être mouillés. »« J'ai dit de les laisser, » siffla Isabelle en s'approchant d'elle. « Ils manipulent. Si tu y vas chaque fois qu'ils pleurent, ils deviendront des tyrans. Ils doivent apprendre à se calmer seuls. C'est la méthode d'or, mon enfant. Mais ça fait 20 minutes qu'ils sont comme ça. Ils vont s'étouffer à force de pleurer, » insista Mélanie, sentant que son cœur allait sortir de sa poitrine. Isabelle l'attrapa par le bras. Ses ongles parfaitement manucurés s'enfoncèrent dans la peau de Mélanie avec une force surprenante. « Écoute-moi bien, petite provinciale. C'est moi qui commande ici. Tu n'as pas d'enfants, tu ne sais rien. Ces enfants sont un obstacle nécessaire. Si Eric n'était pas obsédé par eux, je les aurais déjà envoyés dans un pensionnat en Suisse. Alors ne fais pas l'héroïne. Finis mon jus. Nettoie le salon et ne t'avise pas de monter avant que je te le dise. Si je te vois entrer dans cette chambre avant 10 heures, tu iras à la rue sans un sou et avec une plainte pour vol. Tu as compris ?» Mélanie hocha la tête, les larmes aux yeux. La douleur au bras était aiguë, mais la douleur dans l'âme était pire. Isabelle la lâcha d'une poussée et se rendit sur la terrasse pour prendre le soleil, mettant de gros écouteurs pour ne pas entendre les cris des bébés. Mélanie retourna à la cuisine. Ses mains tremblaient tellement qu'elle renversa la moitié du jus. Les pleurs des enfants continuaient de résonner sur le moniteur. « Maman, balbutiait-il entre deux sanglots. C'était un son à fendre les pierres. Mélanie regarda l'horloge. Il restait 2 heures avant 10 heures. 2 heures de torture. Elle n'en put plus. Elle éteignit le moniteur pour qu'Isabelle n'entende pas que les pleurs cessaient si elle montait. Elle retira ses chaussures pour ne pas faire de bruit et monta les escaliers le long du mur, priant pour que le bois ne craque pas. Elle entra dans la chambre des enfants comme un fantôme. La scène lui brisa le cœur en 1000 morceaux. Hugo était debout dans son berceau, le visage rouge de larmes et de morve, haletant d'effort. Léo était allongé face contre terre, épuisé, sanglotant doucement. L'odeur était forte. Ils étaient définitivement sales. Mélanie ferma la porte à clé, même si elle savait que c'était risqué. « Chut, chut, mes amours, Chayo est là. Je suis là, » murmura-t-elle, en utilisant le surnom affectueux qu'elle utilisait avec ses neveux. Elle les souleva tous les deux en même temps. Ils étaient lourds, mais l'adrénaline lui donnait des forces. Elle s'assit dans le fauteuil à bascule, avec un enfant sur chaque jambe. Les enfants, en sentant la chaleur humaine, se turent presque instantanément. Ils s'accrochèrent à son uniforme comme des tiques. Léo enfouit son visage dans son cou, cherchant l'odeur de mer qu'il n'avait jamais eue. Mélanie pleura avec eux, leur essuya les petits visages avec la manche de son uniforme. « Pardonnez-moi.
Pardonnez-moi de ne pas être venu plus tôt. Cette sorcière ne me laisse pas. Mais je vous promets que vous n'êtes pas seul. » Rapidement, avec l'habileté de celle qui a élevé 5 frères et sœurs plus jeunes, elle leur changea les couches en un temps record, leur embrassant le ventre pour les faire rire doucement. Elle sortit de son sac 2 biscuits à la vanille qu'elle avait gardés de son propre petit déjeuner et les leur donna en cachette. Les enfants les dévorèrent comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des jours. « Mangez, mes petits oiseaux, mangez vite avant que la lionne n'arrive. » Ce fut à ce moment-là, en les voyant manger avec désespoir, que Mélanie remarqua quelque chose d'étrange. Sur la table de chevet, à côté des biberons vides de la veille, il y avait un flacon de gouttes. « Sommeil profond, usage pédiatrique », disait l'étiquette. Mais le flacon était presque vide, et Mélanie se souvenait en avoir vu un nouveau il y a à peine 3 jours. Elle donnait des somnifères à des bébés en bonne santé. Un frisson lui parcourut le dos. Ce n'était pas seulement de la cruauté, c'était dangereux. Elle les drogue, pensa-t-elle horrifiée. Elle les drogue pour qu'ils ne dérangent pas, pour qu'ils ne pleurent pas, pour qu'Éric croie que ce sont des enfants tranquilles. Denisela, question para. Soudain, elle entendit les pas d'Isabelle dans l'escalier. « Mélanie !» cria la voix stridente. « Où t'es-tu fourrée ?» La panique s'empara de la pièce. Mélanie regarda les enfants. Elle devait partir de là, où elle serait renvoyée. Et si elle était renvoyée, qui les protégerait? Elle les coucha rapidement, leur donna un dernier baiser sur le front et leur murmura « Chut, jouez tranquillement, jouez au silence. » Ye fast aving to the dano mated, and he slaked in fast aving to the dano, and he phrasing the dano mated. Elle sortit de la chambre et ferma la porte juste au moment où Isabelle apparaissait dans le couloir. « J'étais dans la salle de bain de service, madame. Le petit déjeuner m'a mal réussi, » mentit Mélanie en baissant la tête. Isabelle la regarda avec suspicion, reniflant l'air. « Tu ferais mieux, car si j'apprends que tu as gâté ces morveux, je te jure que tu le regretteras. » Say present, for sisters on accompli, fresh and men, and cinq state in ten. Ce jour-là, Mélanie comprit qu'elle vivait avec un monstre, et que ce monstre avait une bague de fiançailles au doigt et une date de mariage dans 1 mois. Le temps s'écoulait. Elle devait faire quelque chose, mais qui croirait la servante contre la future maîtresse de maison? Personne ne me croira. Ah, quelle impuissance on ressent quand on a la vérité sur le bout de la langue et que le monde entier décide de se boucher les oreilles. C'est comme crier sous l'eau, ma petite. Tu te noies, tu gigotes, mais à la surface, personne ne voit une seule bulle. C'est ainsi que se sentait notre pauvre Mélanie. Cette nuit-là, le manoir du bois brillait comme si c'était Noël, bien qu'il fût en plein mois d'août. Éric était rentré tôt car Isabelle, très astucieuse, lui avait organisé un dîner romantique surprise pour célébrer qu'il ne restait qu'1 mois avant le mariage. Il y avait des bougies parfumées partout, de celles qui coûtent le salaire d'1 semaine. La table était dressée avec la vaisselle en porcelaine française, celle que Madame Thérèse avait interdiction de toucher car ses mains rudes pouvaient la briser. Mélanie servait le dîner dans son uniforme impeccable, mais intérieurement, elle tremblait comme une feuille dans la tempête. Elle avait vu le flacon de médicaments vide. Elle avait vu Léo dormir 14 heures d'affilée, si profondément qu'il ne bougeait même pas en respirant. Elle savait qu'elle devait parler. Elle devait dire au monsieur « Monsieur, ouvrez les yeux. Votre femme est en train d'empoisonner vos enfants. » Mais comment dire ça à un homme qui regarde sa fiancée comme si elle était la Vierge Marie descendue du ciel? Éric était de bonne humeur. Il avait enlevé sa veste et riait, une coupe de vin à la main. « Tu es incroyable, Isa », lui disait-il en lui caressant la main sur la nappe. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Depuis que tu t'es occupé de la maison, je sens que je peux enfin respirer. Les enfants sont si calmes. Avant, c'était un enfer de pleurs chaque fois que j'arrivais. » Isabelle sourit. Ce sourire de chat qui vient de manger le canari. « C'est juste une question d'amour et de patience, mon amour. Les enfants absorbent ton énergie. Si tu es stressé, ils pleurent. J'ai seulement apporté la paix dans ce foyer. » Mélanie, qui servait le filet, sentit le sang lui monter à la tête. « La paix, pensa-t-elle. La paix du cimetière est ce que cette sorcière a apporté. » Ses mains traîtresses firent teinter le plat d'argent contre la table. Le son aigu coupa le rire d'Éric. Isabelle tourna lentement la tête, les yeux mi-clos. « Attention, Mélanie, tu es distraite aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» C'était le moment. C'était maintenant ou jamais. Le cœur de Mélanie battait si fort qu'elle pensa qu'il allait sortir de sa bouche. Elle serra le plateau contre sa poitrine comme un bouclier et regarda Éric. « Monsieur. » Sa voix sortit comme un fil, brisé. « Pardon de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je dois vous dire quelque chose à propos des enfants. » Le silence qui tomba dans la salle à manger fut lourd, dense. Éric posa sa coupe sur la table et fronça les sourcils. « Des enfants ?»
Il s'est passé quelque chose? Sont-ils malades? Demanda-t-il avec cette préoccupation instinctive de père qui lui restait encore. Isabelle se tendit comme un ressort, mais sa voix resta un doux poison. C'est sûrement une bêtise, mon amour. Mélanie est très craintive. Elle vient d'une ferme où il croit que si le hibou chante, l'Indien meurt, n'est-ce pas, ma chère? Mais Mélanie ne recula pas. Elle fit un pas en avant. Non, monsieur, ce ne sont pas des contes. C'est que le petit Léo ne s'est pas réveillé de toute la journée. Et Hugo est très maigre. J'ai trouvé un flacon dans la poubelle, monsieur. Des gouttes pour faire dormir les adultes et je crois que madame leur en donne pour qu'ils ne pleurent pas. Boum. La bombe tomba sur la table. Mélanie ferma les yeux en s'attendant au cri, au coup ou au miracle qu'Éric se lève furieux pour vérifier ses enfants. Mais ce qu'elle entendit fut un rire sec, froid et moqueur. C'était Isabelle. « Tu vois, Éric ?» dit-elle en secouant la tête comme si elle avait affaire à une enfant espiègle. « Je te l'ai dit, cette pauvre fille n'a pas toute sa tête. » Isabelle se leva, marcha vers Mélanie et lui posa une main sur l'épaule avec une fausse compassion qui faisait dégoût. « Mon amour, ces gouttes que tu as vues sont mes vitamines pour les cheveux. Et si les enfants dorment, c'est parce qu'ils ont enfin une routine saine, pas le désordre qu'ils avaient avec les autres nourrices. » Puis elle regarda Éric avec des yeux larmoyants, se faisant passer pour la victime parfaite. « Ça me fait mal, Éric. Ça me fait mal qu'après tous mes efforts pour prendre soin de tes enfants, comme si c'était les miens, une nouvelle employée qui n'est là que depuis 3 jours vienne m'accuser de les droguer. Sestinowi. Tu crois que je serais capable de faire du mal à ces petits anges ?» Éric regarda les 2 femmes. À sa gauche, sa fiancée, élégante, cultivée, la femme qu'il avait sauvée de la solitude. À sa droite, la nourrice avec l'uniforme froissé, les cheveux un peu ébouriffés par le travail et les mains rouges d'avoir frotté. La logique de son monde riche s'imposa. Qui allait-il croire? L'exécutif à succès ou la paysanne sans éducation? Le visage d'Éric se durcit. Il se leva et son ombre sembla couvrir Mélanie. « Mélanie, dit-il d'une voix qui glaça le sang. Nous t'avons engagé pour nettoyer et changer les couches, pas pour inventer des histoires de télé-réalité. Mais monsieur, je vous jure sur ma mère que... » « Assez !» cria Éric en frappant la table de la paume de la main. « Isabelle est la future mère de mes enfants et la maîtresse de cette maison. Si elle dit que ce sont des vitamines, ce sont des vitamines. Je ne permettrai pas que tu la calomnies avec tes ragots de l'avoir. » Mélanie sentit le sol s'ouvrir sous elle. Les larmes d'impuissance commencèrent à couler sur ses joues. « Monsieur, allez juste les voir, juste regardez-les, » supplia-t-elle. « Retire-toi, » ordonna Éric en lui tournant le dos. « Et remercie le fait qu'Isabelle a un cœur d'or, car si ça ne tenait qu'à moi, tu partais cette nuit même. Va à la cuisine et que je ne t'entende plus dire un seul mot contre ma fiancée. » Mélanie sortit en courant de la salle à manger, étouffant ses sanglots. En franchissant la porte, elle entendit Isabelle soupirer dramatiquement. « Ah, mon amour, pardonne-moi ce mauvais moment. Il est si difficile de trouver de bons services de nos jours. Mais ne la renvoie pas, pauvre petite. Elle a besoin de travailler. Je m'occupe d'elle. » Et là, dans l'obscurité du couloir, Mélanie comprit qu'elle était seule, complètement seule, contre un monstre qui venait de recevoir l'autorisation officielle de faire ce qu'il voulait, acheter le silence ou la détruire. Si vous pensiez que l'humiliation dans la salle à manger avait été le pire, attendez, car ce qui s'est passé le lendemain matin était le véritable visage du mal. Cette nuit-là, Mélanie ne dormit pas. Elle resta assise sur le lit de camp de sa petite chambre de service, serrant ses genoux, pensant à partir. Pourquoi je reste si on ne me croit pas? Si on me traite comme un chien, mieux vaut partir. Mais alors elle se souvenait du petit visage d'Hugo, quand il lui avait attrapé le doigt. Elle se souvenait du silence mortel de cette maison. Si elle partait, qui saurait si les enfants se réveillaient? Qui leur donnerait ne serait-ce qu'un verre d'eau en cachette? Je ne partirai pas, décida-t-elle avec cette obstination bénie des femmes qui aiment vraiment. Qu'on me vire si on veut, mais je ne les abandonne pas. À 6 heures du matin, Mélanie était dans la cuisine à faire le café. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Soudain, la porte de service s'ouvrit et Isabelle entra. Mais elle n'était pas en robe de chambre. Elle était déjà impeccablement habillée et tenait une enveloppe jaune à la main. Elle ne cria pas, n'insulta pas. Elle ferma la porte doucement et s'appuya sur la table en marbre. Croisant les bras, regardant Mélanie comme on regarde un insecte que l'on est sur le point d'écraser. « Bonjour Mélanie », dit-elle avec un calme terrifiant. Mélanie ne répondit pas. Elle continua à passer le café, tremblante. « Je vois que tu es plus têtue que tu n'en as l'air », continua Isabelle en jetant l'enveloppe jaune sur la table. Le bruit du papier heurtant la pierre
résonna dans le silence. Hier soir, tu as commis une très grave erreur, gamine. Tu as essayé de monter Eric contre moi. Très très mauvais calcul. Isabelle marcha lentement autour de la table, comme un requin rôdant autour d'un naufragé. Mais aujourd'hui, je me suis levée généreuse. Je sais que ta mère est invalide là-bas dans ton village. Je sais que tu as besoin d'une opération à 150 000 $, n'est-ce pas? Mélanie resta glacée. Comment savait-elle cela? Elle ne le lui avait jamais dit. Je sais tout, ma chère. J'ai enquêté sur ta misérable petite vie avant de te laisser entrer chez moi. Isabelle tapota l'enveloppe jaune. Dans cette enveloppe, il y a 50 000 $ en espèces, des gros billets sans marque. C'est une avance. Et si tu t'en vas tout de suite par cette porte et ne reviens jamais, je te donne un chèque pour les 100 000 autres demain même. Mélanie regarda l'enveloppe. C'était une fortune. Elle pourrait payer les médicaments de sa mère, le loyer en retard, la nourriture pour des mois. Elle n'avait qu'à partir. Elle n'avait qu'à fermer les yeux, tourner le dos, et oublier qu'à l'étage il y avait 2 bébés qui s'éteignaient comme des bougies sans oxygène. La tentation était grande. L'argent résout les problèmes, soulage la faim, guérit les maladies, mais l'argent n'achète pas le sommeil tranquille. Mélanie leva les yeux et regarda Isabelle dans les yeux. Pour la première fois, elle vit la peur au fond du regard de la blonde. Isabelle avait peur. Peur que Mélanie parle plus fort. Peur que quelqu'un la croie. L'argent n'était pas un cadeau, c'était un bâillon. Non, dit Mélanie. Le sourire d'Isabelle vacilla. Pardon, je crois que je n'ai pas bien entendu. J'ai dit non, madame. Mélanie se redressa. Elle ne semblait plus si petite. Ma mère m'a appris que l'argent sale brûle les mains. Je ne veux pas de votre argent. Je veux que vous arrêtiez de faire du mal aux enfants. Le visage d'Isabelle se transforma. Le masque de dame généreuse tomba et laissa apparaître le démon. Elle frappa la table du poing, faisant sauter le sucrier. « Tu es stupide » siffla-t-elle en approchant son visage de celui de Mélanie jusqu'à ce que leur nez se touche presque. « Tu te prends pour une héroïne de roman ? Tu n'es personne. Tu es une servante analphabète. » Isabelle attrapa Mélanie par le col de son uniforme et la secoua. « Écoute-moi bien, car je ne le répéterai pas. Tu as 2 options. Soit tu prends l'argent et tu t'en vas, soit tu restes et je te détruis. » « Vous ne pouvez pas, monsieur Eric, » tenta de se défendre Mélanie. « Monsieur Eric mange dans ma main, » l'interrompit Isabelle avec un rire cruel. « Et si tu oses ouvrir la bouche à nouveau, tu sais ce qui va se passer? Regarde ça. » Isabelle glissa la main dans la poche de son pantalon et sortit des boucles d'oreilles, de longues boucles d'oreilles en diamant qui brillaient à la lumière du matin. « Ce sont les boucles d'oreilles qu'Eric m'a offertes pour notre anniversaire. Elles valent 10 000 $. Et devine quoi? » Isabelle se dirigea vers le sac en toile de Mélanie qui était accroché au porte-manteau et d'un mouvement rapide, glissa les boucles d'oreilles dans la poche latérale. « Oups, maintenant, elles sont dans ton sac. » Mélanie se jeta sur son sac, horrifiée. « Enlevez-les de là, c'est un mensonge. C'est ta parole contre la mienne, » dit Isabelle en lui bloquant le passage. « Si tu redis quoi que ce soit sur les gouttes ou sur les enfants, ou si tu me regardes mal ne serait-ce qu'une fois, j'appellerai la police. Je dirai que tu as volé mes bijoux. Avec ton air de pauvre gamine, mes avocats t'enverront en prison pour 10 ans. Et qui s'occupera de ta mère alors? Elle mourra seule et pourrie dans ce village minable, sachant que sa fille est une voleuse. » Mélanie recula, heurtant le réfrigérateur. Elle sentait que son souffle lui manquait. La méchanceté de cette femme n'avait pas de limite. C'était un piège parfait. Si elle parlait, elle irait en prison et sa mère mourrait de tristesse. Si elle se taisait, les enfants continueraient de souffrir. Isabelle se recoiffa, retrouvant son sang-froid glacial. « Je vois que tu as compris. Maintenant, sèche ces larmes de crocodile et sers le petit déjeuner à Eric. Et souviens-toi, je te surveille. Un faux pas, et je te coule. » Isabelle sortit de la cuisine, claquant des talons victorieusement, laissant Mélanie tremblante, acculée, avec le poids d'une terrible injustice sur les épaules. Mais ce qu'Isabelle ne savait pas, c'est que quand on accule une femme honnête, on ne la vainc pas, on l'oblige à devenir plus astucieuse. Mélanie sécha ses larmes avec rage. Elle n'avait plus peur. Elle avait maintenant une mission. « D'accord, sorcière, » murmura Mélanie en regardant la porte fermée. « Vous avez l'argent et les mensonges, mais moi j'ai des yeux et je trouverai les preuves. Même si je dois chercher en enfer, vous paierez. » Et ainsi, dans cette cuisine froide, Mélanie cessa d'être la victime et devint la détective silencieuse. La guerre venait de monter d'un cran, et c'était maintenant tout ou rien. La détective en tablier. La peur est une chose curieuse, ma petite. Parfois, elle te paralyse, te laisse figée comme une statue de sel. Mais d'autres fois, quand la vie d'innocence est en jeu,
La peur se transforme en carburant. Et c'est ce qui est arrivé à Mélanie après la menace d'Isabelle. N'importe qui aurait pris ses affaires et serait parti en courant. Qui veut aller en prison pour un vol qu'il n'a pas commis? Mais Mélanie ne pouvait pas chasser de son esprit l'image de Léo et Hugo, si petits, si impuissants, dormant ce sommeil lourd et contre nature. Si elle partait, elle les laissait dans la gueule du loup. « Je ne partirai pas, Madame Thérèse », murmura Mélanie à la cuisinière pendant qu'elle pelait des pommes de terre, les mains tremblantes. « Même si cela me coûte la vie, je ne partirai pas. Cette femme prépare quelque chose de terrible. » Madame Thérèse, qui depuis des années faisait la sourde oreille pour survivre dans cette maison de fous, arrêta de peler. Elle regarda vers la porte pour s'assurer que la générale, comme ils appelaient Isabelle dans son dos, n'était pas là. « Ah, ma petite !» soupira la vieille, les yeux pleins de tristesse. « Tu es courageuse, mais tu te bats avec. Cette femme n'a pas d'âme. Je sais, Cande, mais j'ai besoin de preuves. Le monsieur est aveuglé par l'amour ou par la sorcellerie, je ne sais pas. Si je lui dis elle est méchante, il ne me croit pas. J'ai besoin de quelque chose qu'il puisse voir, toucher. » Madame Thérèse s'essuya les mains sur son tablier et sortit de la poche de sa robe un petit papier froissé. « Regarde, ma fille, je ne sais pas bien lire ces lettres de médecin, mais l'autre jour quand j'ai sorti la poubelle de sa salle de bain, j'ai vu ça. C'était une petite boîte vide. » Mélanie la prit comme si elle était en cristal. Elle lut le nom « Clonazepam, solution orale ». Son cœur fit un bond. C'était ça qu'elle donnait au bébé. Un sédatif très puissant pour adultes ayant des problèmes nerveux. Le donner à un bébé d'1 an était criminel. Cela pouvait leur arrêter le cœur. « Mon Dieu, Cande !» s'exclama Mélanie en se couvrant la bouche. « Les tue. Avec une mauvaise dose, il ne se réveille plus jamais. »« Chut, baisse la voix !» chuchota la vieille. « Elle est très astucieuse. Elle jette les flacons dans sa salle de bain personnelle où personne n'entre. Je l'ai récupéré parce qu'il est tombé en dehors de la poubelle. Mais tu as besoin de plus qu'une boîte vide. Elle dira que c'est la sienne, qu'elle la prend. » Mélanie rangea la petite boîte dans son soutien-gorge, collée à sa peau. « J'ai besoin du flacon, Cande, celui qu'elle utilise maintenant, et j'ai besoin que le monsieur l'entende. » Ce jour-là, Mélanie devint une ombre. Elle nettoyait, oui, mais ses yeux et ses oreilles étaient des radars. Elle profita du fait qu'Isabelle était sortie pour sa séance de massage de 3 heures, car la pauvre était très stressée par les préparatifs du mariage, pour mettre son plan à exécution. Elle savait qu'entrer dans la chambre principale était un motif de renvoi immédiat, mais cela ne l'importait pas. Elle monta les escaliers sur la pointe des pieds. Son cœur résonnait dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Elle ouvrit la porte de la chambre d'Éric et Isabelle. Ça sentait le parfum cher et l'enfermement. Elle alla directement à la salle de bain. Elle vérifia l'armoire à pharmacie. Rien, seulement des crèmes à $1000 et des parfums. Elle vérifia les tiroirs. Rien. Des bijoux, du maquillage, où le cache-t-elle ? Pensa-t-elle désespérée. Si j'étais une sorcière, où cacherais-je mon poison? Puis elle vit le sac à main d'Isabelle, un qu'elle utilisait quotidiennement, mais qu'elle avait laissé aujourd'hui parce qu'il n'allait pas avec ses chaussures. Il était accroché derrière la porte du dressing. Mélanie s'approcha, ses mains tremblaient. Elle sentait qu'à tout moment Isabelle allait entrer et l'accuserait de vraie voleuse. Elle ouvrit la fermeture éclair, portefeuille, clé, un rouge à lèvres rouge sang, et là il était, un petit flacon en verre ambré, avec l'étiquette à moitié arrachée. Mais Mélanie reconnut l'odeur douceâtre en le débouchant. C'était la même odeur que les biberons de la veille. Elle sortit son cellulaire. C'était un vieux modèle avec l'écran cassé, mais la caméra fonctionnait. Elle prit une photo du flacon dans le sac. Puis, d'une main de chirurgien, elle sortit le flacon et le posa à côté d'un biberon qu'Isabelle avait laissé préparer sur la table de chevet. Photo, clic, la preuve que le poison et la nourriture étaient ensemble. Elle rangea son cellulaire dans sa poche comme un trésor. Elle avait l'image, mais il manquait le plus difficile, la confession. Car une photo peut s'expliquer. Ah, Éric, il est tombé là par erreur. Mais la propre voix de l'autre admettant ses péchés, cela n'a pas de défense. Elle descendit à la cuisine juste au moment où l'on entendit le moteur de la voiture d'Isabelle. « Je suis là !» cria la voix stridente depuis l'entrée. « Mélanie, monte vite mes sacs de course !» Mélanie sortit, en respirant profondément. « J'arrive, madame. » Isabelle la regarda avec ce sourire de suffisance. « Je te vois très agitée, Chacha. Qu'est-ce que tu faisais? Tu volais des biscuits? » « Non, madame. Je nettoyais les salles de bain comme vous me l'avez ordonné. »« Tu ferais mieux. » Mélanie porta les sacs de marque lourds comme des pierres et monta les escaliers. Mais cette fois, elle ne montait pas avec peur. Elle montait avec une mission. Son cellulaire était en mode enregistreur vocal,
prêt dans la poche de son tablier. Il ne manquait plus qu'à ce que la vipère crache son venin. Le plan diabolique révélé. 3 jours. C'est ce qu'il restait avant le mariage. La maison était un chaos de fleuristes, d'organisateurs d'événements et de tailleurs qui entraient et sortaient. Éric était plus absent que jamais, travaillant double pour tout laisser prêt à l'entreprise avant sa lune de miel. « Tout doit être parfait », disait Isabelle en donnant des ordres à tout va. Mais les jumeaux Léo et Hugo étaient un obstacle à cette perfection. Cet après-midi-là, l'atmosphère était lourde, comme avant un orage. Isabelle avait congédié tous les fournisseurs et s'était enfermée dans le bureau d'Éric. « Que personne ne me dérange », avait-elle crié. « Je dois réviser les contrats prénuptiaux. » Mélanie était en train de passer la serpillière dans le couloir. Elle vit que la porte du bureau était entr'ouverte, à peine une fente. Madame Thérèse lui fit un signe depuis la cuisine. « Vas-y !» Mélanie enleva ses chaussures. Elle glissa sur le sol, cirée jusqu'à se coller au mur, juste à côté de la porte. Elle sortit son cellulaire, appuya sur le bouton rouge d'enregistrement. À l'intérieur, Isabelle ne révisait pas des contrats. Elle parlait au téléphone, et son ton n'était pas doux. Il était froid, calculateur et terrifiant. « Je t'ai déjà dit de ne pas être impatient, François », disait Isabelle. « François ? Qui était François ?» Éric n'avait aucun associé de ce nom. « Ça ne tardera pas, 3 jours et je serai légalement Madame Dubois. » Il y eut une pause. Isabelle rit. Un rire qui glaça le sang de Mélanie. « Ah, s'il te plaît. Éric est un idiot. Il croit que je suis Mère Teresa de Calcutta. Il mange dans ma main. Je l'ai tellement manipulé que si je lui dis que le ciel est vert, il sort et achète de la peinture verte. » Mélanie serra son cellulaire. L'enregistrement continuait. Seconde 0045. « L'argent, » continua Isabelle. « Bien sûr qu'il est en sécurité. Ce sont 5 millions de dollars, dans la fiducie des Morveux, plus le manoir, plus les actions de la compagnie de construction. François, nous allons être horriblement riches. Nous pourrons aller en Europe et laisser ce trou pour toujours. » Mélanie retint son souffle. Voilà le motif, l'argent, de l'argent pur et sale. « Et les enfants ?» demanda Isabelle en répondant à son interlocuteur. « C'est le seul problème. Le testament de la défunte dit que l'argent leur appartient jusqu'à leurs 25 ans. Mais il y a des clauses. Si les enfants souffrent d'une incapacité ou si, que Dieu nous en garde, il leur arrive quelque chose de tragique, l'argent passe au tuteur légal. C'est, à dire Éric, en tant que son épouse, j'administre tout. » Mélanie eut des nausées. Elle se couvrit la bouche pour ne pas vomir sur place. « J'ai déjà le plan, stupide, » continua Isabelle en baissant la voix, mais l'acoustique du bureau la trahit. « Je les enverrai dans ce pensionnat en Suisse, celui qui est dans les montagnes. On dit que les accidents là-bas sont très courants. Une glissade dans la neige, une fièvre mal soignée. Qui va enquêter à des milliers de kilomètres? Et si ça ne fonctionne pas? Eh bien, ici à la maison il y a une piscine, les enfants sont maladroits, une négligence de la nourrice, un portail ouvert, et adieu le problème. « Assassin !» cria l'esprit de Mélanie. Les larmes coulaient sur son visage. Il parlait de tuer Léo et Hugo, de les tuer comme s'ils étaient des chiens. « Non, ils ne me font pas pitié, » dit Isabelle avec mépris. « Ce sont des pleurnichards insupportables. Ils m'épuisent. Hier soir, j'ai failli me faire découvrir à cause de la nouvelle servante. Cette fille de la campagne fouineuse me surveille, mais ne t'inquiète pas, je l'ai déjà menacée. Dès que nous aurons signé l'acte de mariage, je la mettrai à la porte et je m'occuperai des jumeaux moi-même. Au moment où nous reviendrons de la lune de miel, l'accident aura déjà eu lieu. » Mélanie sentit ses jambes lui manquer. Elle avait la preuve, elle avait la confession complète, le plan de vol, l'amant et le plan d'assassinat. Sur l'écran du cellulaire, enregistrement 312. Isabelle raccrocha le téléphone. « Bon, il faut continuer à jouer le jeu. » On l'entendit dire à elle-même. Mélanie sut qu'elle devait s'enfuir, mais le sol venait d'être nettoyé. Il était humide. En essayant de se retourner pour courir vers la cuisine, son pied glissa. Un couinement. La semelle en caoutchouc de sa chaussette fit un bruit aigu contre le marbre. Le silence dans le bureau fut immédiat. « Qui est là ?» demanda la voix d'Isabelle, tranchante comme un couteau. Mélanie n'attendit pas. Elle courut. Elle courut comme elle n'avait jamais couru de sa vie. Elle se précipita dans la cuisine, le cœur battant à tout rompre. « Cande, cache-le !» allaita-t-elle en jetant le cellulaire à la cuisinière. Madame Thérèse, avec des réflexes surprenants pour son âge, attrapa le téléphone et le glissa à l'intérieur d'un poulet cru qu'elle était sur le point de mettre au four. « À la buanderie, vite !» murmura la vieille. Mélanie courut vers la buanderie juste au moment où Isabelle faisait irruption dans la cuisine, les yeux écarquillés de fureur. « Qui était dans le couloir ?» cria-t-elle en regardant partout. Madame Thérèse était de dos, fredonnant, mettant le poulet au four avec un calme absolu. « Hé,
dit la vieille en se retournant lentement. Madame a dit quelque chose? C'est que j'entends rien avec la hotte. Isabelle la regarda avec dégoût, mais vit que la vieille cuisinait tranquillement. Mélanie, cria Isabelle, où es-tu? Mélanie sortit de la buanderie avec une corbeille de linge sale dans les mains, essayant de contrôler sa respiration. Ici, madame, je cherchais les nappes que vous avez demandées pour le dîner. Isabelle la scana. Elle cherchait la peur, cherchait la culpabilité, cherchait un cellulaire. Elle s'approcha de Mélanie et lui arracha la corbeille des mains, jetant les vêtements au sol. « Tu m'espionnais ?»« Non, madame. Je suis là depuis une demi-heure à plier des serviettes. » demandait à madame Thérèse. Isabelle regarda la cuisinière qui hocha la tête d'un air innocent. « Oui, madame. La jeune femme n'est pas sortie d'ici. Vous voulez goûter le ragoût ?» Isabelle souffla de frustration, mais sans preuve. « Tu ferais mieux, » dit-elle, en pointant Mélanie du doigt. « Car si j'apprends que tu as entendu quelque chose que tu ne devais pas, tu ne vivras pas pour le raconter. » Isabelle fit demi-tour et sortit. Mélanie s'effondra au sol, serrant le linge sale. Madame Thérèse s'approcha, pâle comme un fantôme. « Tu l'as ?» demanda la vieille. « Oui, » sanglota Mélanie. « Je l'ai tout, Cande. Elle veut les tuer. Elle veut les tuer pour garder l'argent. » Madame Thérèse se signa. « Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Le poulet est déjà au four, ma petite. Mais la bombe est dans ce téléphone, et nous devons la faire exploser avant qu'il ne soit trop tard. Datsan, campant, enassi, exampant, anan, exampant. » Cette nuit-là, le manoir Dubois ressemblait à un champ de mines. Mélanie savait qu'elle tenait entre ses mains la vie de 2 enfants et le destin d'une fortune. Mais elle savait aussi qu'Isabelle n'était pas idiote. La vipère se doutait, et une vipère acculée attaque pour tuer. Le jeu final avait commencé. Tout s'écroule. Ah, ma petite, accroche-toi bien à ton siège, car ce qui s'est passé cette nuit-là dans la cuisine des Dubois n'a pas de nom. C'est le genre d'injustice qui vous fait douter de tout, même de la justice divine. Mais on dit que la nuit est plus sombre juste avant l'aube, n'est-ce pas? Eh bien, cette nuit fut noire comme la gueule d'un loup. Après que Mélanie eut enregistré la confession, l'air dans la maison était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Madame Thérèse, les mains tremblantes de nerfs, avait caché le cellulaire de Mélanie à l'intérieur d'une vieille marmite en étain dans le garde-manger, derrière les conserves et les pâtes. « Elle ne le cherchera pas là, même si elle brûle la cuisine », murmura la vieille à Mélanie. « Mais fais attention, ma fille, cette femme a des yeux derrière la tête. » Mélanie passa le reste de l'après-midi avec le cœur serré. Chaque fois qu'Isabelle la regardait, elle avait l'impression qu'elle lisait dans ses pensées. La nuit tomba lourdement sur le manoir. Éric rentra tard, épuisé, la cravate défaite, dîna en silence et monta à son bureau. Isabelle, étrangement silencieuse, dit qu'elle avait mal à la tête et se retira dans sa chambre. C'était le moment. Mélanie attendit que l'horloge du couloir sonne minuit. La maison était dans un silence absolu. Elle enleva ses chaussures pour ne pas faire de bruit et descendit à la cuisine. Seule la lumière de la lune entrait par la fenêtre, illuminant les surfaces en acier comme des miroirs fantomatiques. Elle s'approcha du garde-manger, ouvrit la porte doucement, priant pour que les charnières ne grincent pas. Elle tendit la main à la recherche de la marmite en étain, ses doigts touchèrent le métal froid. « Grâce à Dieu !» murmura-t-elle en sortant le cellulaire enveloppé dans une serviette. Elle l'alluma. L'écran brilla dans l'obscurité. Là était le fichier audio. Enregistrement 1, 10 à 8:45. La preuve, le salut des enfants. « Tu cherchais ça, petite souris ?» La voix d'Isabelle résonna derrière elle comme un coup de fouet. Mélanie sursauta et se retourna. La lumière de la cuisine s'alluma d'un coup, l'aveuglant. Isabelle était debout sur le seuil avec une robe de chambre en soie noire et un sourire qui glaçait le sang. Elle n'avait pas sommeil, elle n'avait pas mal à la tête, elle avait chassé. « Donne-moi ça !» ordonna Isabelle en tendant la main aux ongles parfaits et acérés. Mélanie serra son cellulaire contre sa poitrine, reculant jusqu'à heurter la table. « Non !» dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Vous êtes une assassine. J'ai tout enregistré. Je sais ce que vous allez faire aux enfants. Le monsieur va le savoir. » Isabelle éclata d'un rire sec. « Tu crois qu'Éric se soucie de ce que dit une servante ? Éric, il voit ce que je veux qu'il voie. »« Cette fois non !» cria Mélanie en se faisant violence. « Votre propre voix vous trahit. Vous parlez de les tuer pour l'héritage. Donne-moi ça, je t'ai dit. » rugit Isabelle en se jetant sur elle. La lutte fut brutale et inégale. Isabelle, plus grande et plus forte par la rage, attrapa Mélanie par les cheveux. Mélanie tenta de protéger le téléphone, mais Isabelle lui donna un coup de genou dans l'estomac qui lui coupa le souffle. Le cellulaire s'envola et tomba au sol,
glissant sur le marbre jusqu'à s'immobiliser au pied du réfrigérateur. Isabelle, haletante, courut vers lui. « Non !» cria Mélanie en essayant de se lever. Mais il était trop tard. Isabelle leva le pied chaussé d'une pantoufle à talons aiguilles et le laissa tomber de toute sa force sur l'écran du vieux cellulaire. Crac! Le bruit du verre se brisant fut comme si les os de l'espoir se brisaient. Isabelle marcha dessus 1, 2, 3 fois, jusqu'à ce que l'appareil soit réduit en miettes, un triste mélange de plastique et de verre pilé. « Voilà ta preuve !» cria Isabelle en lui jetant les débris aux pieds. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Qui va te croire sans ton petit enregistrement ?» Mélanie regarda les morceaux du téléphone, les larmes aux yeux. C'était fini, mais Isabelle n'avait pas fini. Son esprit tordu calcula la prochaine étape en 1 seconde. Avec une froideur effrayante, Isabelle attrapa l'encolure de sa propre robe de chambre en soie et, raqua, la déchira jusqu'à l'épaule. Puis elle passa ses ongles sur son cou, s'égratignant la peau jusqu'à ce que quelques gouttes de sang apparaissent et ébouriffa ses cheveux blonds avec fureur. Mélanie la regardait horrifiée, sans comprendre. Et puis Isabelle commença à crier « Ah, Éric, à l'aide! Elle me tue, elle me tue !» Les cris résonnèrent dans toute la maison. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» balbutia Mélanie. « Elle est folle !» On entendit des pas précipités dans l'escalier. Éric descendit en courant en pyjama, les yeux écarquillés. « Isabelle, qu'est-ce qui se passe ?» La scène qu'Éric découvrit était digne d'un Oscar. Sa fiancée étendue sur le sol, pleurant hystériquement, les vêtements déchirés et le cou ensanglanté, et debout devant elle, Mélanie ébouriffée et allaitante. Isabelle se traîna vers Éric et s'accrocha à ses jambes. « Elle m'a attaqué, Éric, cette sauvage m'a attaqué !» sanglota Isabelle en désignant Mélanie d'un doigt tremblant. « Je suis descendue pour un verre d'eau et je l'ai trouvée en train de voler l'argenterie. Et quand je lui ai dit d'arrêter, elle s'est jetée sur moi comme un animal. Regarde ce qu'elle m'a fait. Elle a failli m'étrangler. » Éric regarda le cou d'Isabelle, vit le sang, puis regarda Mélanie. Son visage se transforma. Ce n'était plus l'homme fatigué. C'était une bête furieuse. « Monsieur, c'est un mensonge !» supplia Mélanie en tombant à genoux. « Elle a cassé mon téléphone. J'y avais les preuves qu'elle veut tuer les enfants. Elle s'est fait ça toute seule. Tais-toi !» tonna Éric. Sa voix fit vibrer les fenêtres. « N'ose plus dire un mot. » Éric aida Isabelle à se relever, la traitant comme si elle était en cristal. « Tu es renvoyée !» dit Éric en regardant Mélanie avec un dégoût si profond qu'il faisait plus mal qu'un coup. « Tu as 5 minutes pour prendre tes affaires et sortir de ma maison. Et sois reconnaissante que je n'appelle pas la police tout de suite, juste parce que je ne veux pas que mes enfants voient des voitures de police chez eux. Fiche le camp. Mais monsieur, les enfants, je vous jure sur ma vie. » Mélanie tenta de s'approcher, mais Éric s'interposa, protégeant la victime. « Si tu t'approches de nouveau de ma famille, je te tue, » menaça-t-il. Mélanie regarda Isabelle. La blonde cachée dans la poitrine d'Éric lui sourit. Un petit sourire triomphant qui disait « J'ai gagné ». Madame Thérèse apparut à la porte de la cuisine, pâle comme un fantôme, serrant son chapelet. Elle voulut parler, voulut la défendre, mais Mélanie lui fit un signe imperceptible de la tête. « Non, tu restes. Quelqu'un doit s'occuper d'eux. » Mélanie sortit de la cuisine en traînant les pieds, monta dans sa chambre, mit ses 3 robes dans un sac en plastique et redescendit. En franchissant la porte principale, il commença à pleuvoir. Une pluie froide, triste. Le portail électrique se referma derrière elle avec un bourdonnement métallique définitif. Mélanie resta sur le trottoir, trempée, sans argent, car elle n'avait pas accepté le pot de vin, sans téléphone et sans travail. Mais ce qui lui faisait le plus mal n'était pas le froid. Ce qui lui brisait l'âme, c'était de penser à Léo et Hugo là-haut, seuls avec le monstre qui aiguisait déjà ses dents pour les dévorer. Le dernier fil d'espoir. 2 jours passèrent, 2 jours éternels. Le manoir Dubois était devenu un mausolée. Le silence était absolu. Isabelle, désormais en contrôle total, avait doublé les doses de vitamines. Les jumeaux dormaient presque 20 heures par jour. Ils étaient pâles, avec des cernes violacées sous leurs petits yeux clos. Ils ressemblaient à des poupées de cire, oubliées sur une étagère. Éric, de son côté, était un fantôme dans sa propre maison. Il devrait être heureux. Le mariage était le lendemain. Son costume de mariée était accroché dans le dressing. Mais quelque chose ne le laissait pas en paix. Chaque fois qu'il passait par la cuisine, il lui semblait entendre le fredonnement de Mélanie. Il se souvenait de l'image de ses enfants tranquilles sur le dos de cette jeune femme. Et puis il regardait Isabelle avec son cou dramatiquement bandé, se plaignant d'être traumatisée, mais en même temps essayant des diadèmes de diamants devant le miroir.
Pourquoi s'est-elle griffé le cou? Pensa Éric soudain, un doute petit et gênant. Si Mélanie voulait l'étrangler, pourquoi les égratignures allaient-elles de haut en bas, comme si on se grattait soi-même et non de côté à côté? Il secoua la tête. Il ne voulait pas penser, il était plus facile de croire le mensonge. Pendant ce temps, dans la cuisine, la résistance silencieuse continuait. Madame Thérèse n'avait pas jeté les restes du cellulaire de Mélanie. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, la vieille cuisinière avait sorti les morceaux de la poubelle. Avec ses lunettes à cul de bouteille et à l'aide d'une loupe qu'elle utilisait pour lire les instructions sur les boîtes de conserve, elle examina les débris. L'écran était pulvérisé, la batterie tordue, mais là, dans une fente latérale, elle vit un petit point noir. « Sainte Vierge, aide-moi » murmura Cande. Avec une pince à épiler qu'elle avait volée à Isabelle, elle extirpa la carte mémoire. La petite carte micro SD était intacte. Isabelle, dans sa fureur, avait détruit l'appareil, mais elle avait oublié que la mémoire est la chose la plus difficile à tuer. Madame Thérèse embrassa la petite carte. Elle tenait la bombe entre ses mains. Mais comment faire pour qu'Éric l'écoute? Le monsieur ne descendait pas à la cuisine, et si elle montait à son bureau, Isabelle l'intercepterait. La générale surveillait maintenant jusqu'à la respiration des employés. « Il faut que tu sois astucieuse, vieille folle. Il faut que tu sois astucieuse », se réprimandait Madame Thérèse. Dehors, la situation était désespérée. Mélanie n'était pas partie au village. Elle ne pouvait pas. Elle dormait dans la salle d'attente du terminal d'autobus, mangeant des sandwichs bon marché. Et pendant la journée, elle rôdait autour du manoir comme une âme en peine. Elle se cachait parmi les arbustes du parc d'en face, surveillant les fenêtres. Elle voyait entrer les fleuristes avec d'immenses arrangements floraux blancs pour le mariage. Elle voyait entrer le tailleur, mais elle ne voyait pas les enfants. On ne les sortait jamais dans le jardin. « Ils sont vivants », se répétait-elle. « Ils doivent être vivants ». Ce fut la veille du mariage que Madame Thérèse trouva l'occasion. Isabelle était sortie pour son dernier essayage de robe et sa manucure. Elle allait être absente 3 heures. Éric était dans son bureau, enfermé, buvant du whisky à 3 heures de l'après-midi. Il regardait la photo de son défunte épouse Catherine, parlant au portrait. « Dis-moi que je fais ce qu'il faut, Catherine. Dis-moi qu'Isabelle sera une bonne mère. Pourquoi? Est-ce que je sens ce nœud à l'estomac ?» On frappa à la porte. « Qui ?» grogna Éric. « C'est moi, monsieur Cande. Je vous apporte un café fort et des sandwichs. Vous n'avez rien mangé. » Éric soupira. « Entrez. » Madame Thérèse entra avec le plateau. Ses jambes tremblaient tellement que la tasse tintait. Elle posa le plateau sur le bureau, écartant quelques plans de construction. « Merci, Cande. Je n'ai pas faim. Vous devez manger, monsieur Éric. Demain est un grand jour, » dit-elle en utilisant le ton maternel de quand il était petit. Madame Thérèse regarda le bureau. Elle vit l'adaptateur de carte mémoire qu'Éric utilisait pour voir les photos des chantiers sur son ordinateur. C'était maintenant ou jamais. « Monsieur, » dit Cande en baissant la voix, « je sais que vous ne voulez pas entendre parler de la jeune Mélanie. Je sais que vous croyez que c'est une voleuse. » Éric se tendit. « Candelaria, ne commencez pas. Non, monsieur, je veux juste que vous sachiez que la jeune femme a laissé quelque chose. Ça lui est tombé quand Madame Isabelle l'a. Quand elles se sont disputées. » Madame Thérèse sortit de son tablier un petit papier plié. Dedans, il y avait la carte mémoire. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Éric en fronçant les sourcils. « Je ne sais pas, monsieur, je suis une vieille ignorante, mais Mélanie, avant de partir, m'a dit « Si le monsieur se soucie de ses enfants, qu'il écoute ce qu'il y a là. C'est l'héritage des enfants. » Éric prit la petite carte entre ses doigts. « Un autre mensonge, un autre coup monté. Où la vérité, monsieur ?» dit Cande en le regardant dans les yeux avec une immense dignité. « Vous êtes architecte, monsieur. Vous savez que si les fondations sont pourries, la maison s'écroule. Ne construisez pas votre mariage sur des fondations pourries. Juste écoutez. » Madame Thérèse fit demi-tour et sortit rapidement avant que son courage ne la quitte. Éric resta seul. La carte noire dans sa main semblait peser 1 tonne. Il regarda l'ordinateur, regarda la bouteille de whisky. « Ce sont des bêtises, pensa-t-il. Mélanie est rancunière. » Il jeta la carte sur le bureau et se servit un autre verre. Il n'allait pas l'écouter. Il ne voulait pas savoir. Il voulait s'enivrer et se réveiller marié. Mais le destin en avait décidé autrement. Tandis qu'Éric buvait pour oublier, dehors la nuit tombait. Mélanie, cachée dans le jardin arrière, vit que la lumière de la cuisine s'éteignait. Elle savait que Madame Thérèse laissait la porte de service ouverte les jeudis pour sortir les poubelles. Les enfants, il fallait qu'elle voie les enfants. Il fallait qu'elle leur donne de l'eau. Il fallait qu'elle s'assure qu'ils respiraient toujours. Avec la discrétion d'un chat, Mélanie sauta la basse clôture du jardin de service, se glissa vers la porte arrière,
tourna la poignée, ouvrit. L'odeur de foyer la frappa, mais aussi le silence sépulcral. Elle monta les escaliers de service, pieds nus, le cœur pompant du sang chaud dans ses membres froids. Elle arriva à la chambre des enfants, ouvrit la porte d'1 millimètre. La lumière de la lune éclairait les berceaux. Hugo était réveillé. Il était assis dans son berceau, agrippé au barreau, regardant la porte. Il ne pleurait pas, il attendait juste. Quand il vit Mélanie, l'enfant tendit les petits bras et laissa échapper un gémissement rauque, doux. « Ma ». Mélanie sentit qu'elle mourait et revivait en même temps. Elle entra en courant et l'embrassa. L'enfant brûlait de fièvre. « Mon Dieu, il a de la fièvre », murmura-t-elle en lui touchant le front. Qu'est-ce qu'elle leur a fait? Elle vérifia Léo. Il avait aussi de la fièvre et respirait difficilement. Ils étaient déshydratés. « Je dois les sortir d'ici », pensa Mélanie. C'était de la folie. C'était un enlèvement. Elle irait en prison à vie, mais si elle les laissait, ils mourraient cette nuit-là. Allons-y, mes amours, sortons de cet enfer. Elle chargea Hugo sur son dos avec un drap comme la première fois. Elle porta Léo dans ses bras. Elle allait sortir. Elle allait s'enfuir avec eux. Mais en arrivant dans le couloir, elle entendit un bruit. La porte principale s'ouvrait. C'était Éric. Mais il ne venait pas de la rue. Il venait de son bureau, et il n'était pas seul. Il tenait son ordinateur portable ouvert à la main, et son visage était celui d'un homme qui venait de voir l'enfer dans les yeux. Il avait écouté l'audio. La vérité était sur le point d'exploser comme une bombe atomique au milieu du salon. La vérité explose comme une bombe. Le couloir du 2e étage était dans la pénombre, seulement éclairé par la lueur bleutée de l'écran de l'ordinateur qu'Éric tenait dans sa main gauche comme une arme chargée. Dehors, la tempête faisait rage contre les vitres, résonnant comme si le ciel lui-même voulait briser les fenêtres pour entrer et laver les péchés de cette maison. Mélanie se figea sur le seuil de la chambre des enfants. Elle avait Hugo attaché sur son dos avec le vieux drap, brûlant de fièvre, et Léo serré contre sa poitrine, tremblant de froid et de peur. Ses yeux, grands et sombres, se fixèrent sur Éric. Elle s'attendait aux cris, à l'insulte, à ce qu'il appelle la sécurité pour la faire traîner dehors, pour avoir kidnappé ses enfants. « Monsieur » murmura-t-elle, reculant d'un pas, protégeant de son corps les petits. « Peu importe ce que vous me ferez. Appelez la police si vous voulez, mais ces enfants viennent avec moi à l'hôpital. Ils ont 40 de fièvre. Ils sont en train de mourir ici, monsieur. Ils sont en train de mourir. » Éric ne bougea pas, ne cria pas. Il était pâle, d'une pâleur mortelle, comme si on lui avait retiré tout le sang du corps. Ses yeux étaient rouges, gonflés, mais non de sommeil, mais d'une horreur absolue. Il leva la main qui tenait l'ordinateur. Son doigt tremblait sur le clavier. « Tu ne partiras pas, Mélanie », dit-il d'une voix qui semblait brisée, pleine de cristaux brisés. « Personne ne partira d'ici tant que cela ne sera pas terminé. » Mélanie ressentit de la panique. Faisait-il aussi partie du plan? Allait-il laisser les enfants mourir là? Mais alors Éric fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il tomba à genoux. Le grand architecte, le millionnaire fier, l'homme qui ne pliait devant personne, s'effondra sur le tapis du couloir, lâchant l'ordinateur et se couvrant le visage de ses mains. Un sanglot déchirant, animal, sortit de sa gorge. « Pardonne-moi, mon Dieu, pardonne-moi » criait-il en frappant le sol du poing. « Je suis un maudit aveugle. Je les ai presque tués. J'ai presque laissé qu'elle les tue. » Mélanie, confuse et effrayée, s'approcha lentement. « Monsieur » Éric leva le visage. Il était trempé de larmes. Il regarda ses enfants, ces 2 petits paquets malades qui s'accrochaient à la servante, car c'était la seule mère qu'il connaissait. « Écoute ça » dit Éric en désignant l'ordinateur. « J'ai besoin que tu l'écoutes. J'ai besoin que tu saches que tu n'es pas folle, que tu avais raison, que je suis le monstre de ne pas t'avoir cru. » Éric appuya sur la barre d'espace. Le son remplit le couloir silencieux. Ce n'était pas un enregistrement flou. Il était clair, cristallin. La voix d'Isabelle, cette voix qui quelques heures plus tôt avait feint la douceur, sonnait maintenant comme ce qu'elle était réellement, une sentence de mort. « Je les enverrai dans ce pensionnat en Suisse. On dit que les accidents là-bas sont très courants. Une glissade dans la neige, une fièvre mal soignée. Qui va enquêter à des milliers de kilomètres? Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, ici à la maison il y a une piscine. » Mélanie ferma les yeux et serra Léo plus fort. Entendre ces mots à nouveau, maintenant, amplifiés dans le silence de la nuit, c'était comme recevoir des coups de couteau au cœur. Mais l'enregistrement continuait. Éric ne l'arrêta pas. Il voulait se punir. Il voulait que chaque mot s'incruste dans sa mémoire. Ce sont des pleurnichards insupportables. Ils m'épuisent. Hier soir, j'ai failli me faire découvrir à cause de la nouvelle servante. Dès que nous aurons signé l'acte de mariage,
Je la mettrai à la porte et je m'occuperai des jumeaux moi-même. Pour le moment où nous reviendrons de la lune de miel, l'accident aura déjà eu lieu. » L'audio se termina. Il ne resta que le son de la pluie frappant le toit. Eric se leva lentement comme un vieil homme. Il marcha vers Mélanie. Elle eut l'instinct de reculer. Mais il leva les mains en signe de reddition. « Donne-les-moi, supplia-t-il. S'il te plaît, laisse-moi les porter, laisse-moi sentir qu'ils sont encore vivants. » Mélanie, le cœur serré, lui passa Léo. Eric prit son fils dans ses bras. L'enfant brûlait. En sentant les bras de son père, Léo ouvrit un petit œil, le reconnut et laissa échapper un faible gémissement, reposant sa tête sur l'épaule de la robe de chambre en soie de son père. Eric enfouit son nez dans le cou moite de son fils et pleura en silence. « Jamais plus, » murmura-t-il contre la peau de l'enfant. « Jamais plus personne ne te fera de mal. Je te le jure sur la mémoire de ta mère. » À ce moment-là, le son d'un moteur puissant brisa l'atmosphère. Des lumières de phare balayèrent les fenêtres du salon en bas. C'était elle. Isabelle était de retour. Eric. La voix d'Isabelle monta du rez-de-chaussée, chantante et joyeuse, ignorante de la tempête qui s'était déchaînée à l'étage. « Je suis là, mon amour. Tu ne vas pas croire à quel point les arrangements floraux sont magnifiques. La maison va ressembler à un jardin d'Éden demain. » Mélanie sentit la peur revenir d'un coup. Elle regarda Eric. « Monsieur, elle est là !» Le visage d'Eric changea. La tristesse et la culpabilité s'évaporèrent, laissant place à une fureur froide, calculée et terrible. Il essuya ses larmes avec la manche de sa chemise. Ses yeux s'obscurcirent. Il n'était plus le père brisé. Il était le loup protégeant la meute. « Reste ici !» ordonna Eric à voix basse. « Ne sors pas de la chambre. Ferme à clé et couvre les oreilles des enfants. Je ne veux pas qu'ils entendent ce qui va se passer. »« Qu'allez-vous faire ?» demanda Mélanie en tremblant. Eric ramassa l'ordinateur par terre. « Je vais en finir. Je vais arracher la mauvaise herbe par la racine. » Eric marcha vers les escaliers, mais avant de descendre, il s'arrêta et regarda Mélanie une dernière fois. « Mélanie, merci. Merci d'être la mère que je n'ai pas su chercher. » Eric descendit les escaliers. Isabelle était dans le vestibule, secouant son parapluie mouillé. Elle portait une courte robe blanche parfaite et un sourire de triomphe. En voyant Eric descendre dans l'obscurité, elle sourit encore plus. « Ah, mon amour, c'est bien que tu sois réveillé. Je pensais que pour la réception nous devrions. » Isabelle se tut. Elle remarqua l'obscurité. Elle remarqua qu'Eric ne descendait pas pour l'accueillir d'un baiser. Il descendait lentement, pas à pas, l'ordinateur à la main, et une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. Une expression de dégoût absolu. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour ?» demanda-t-elle avec une note de doute dans la voix. « Pourquoi me regardes-tu ainsi ?»« C'est à cause de cette stupide servante. Je t'ai déjà dit de ne pas t'inquiéter. Demain, j'engage de la sécurité pour qu'elle ne s'approche même pas du coin de la rue. » Eric atteignit la dernière marche. Il s'arrêta à 3 mètres d'elle. « Elle n'aura pas besoin de sécurité, Isabelle, » dit-il d'une voix douce, dangereuse. « Toi, tu auras besoin de sécurité. » Isabelle laissa échapper un petit rire nerveux. « De quoi parles-tu ? Tu es très étrange. Tu as bu. » Eric ne répondit pas. Il marcha vers le système de son intelligent qui contrôlait toute la maison, le panneau tactile au mur du salon. Il connecta l'ordinateur avec un câble. « Tu aimes la musique, Isabelle ?» demanda-t-il sans la regarder. « Bien sûr que oui, idiot. Qu'est-ce que tu vas mettre? Notre chanson ? Je ne vais pas mettre ton plus grand succès. » Eric monta le volume au maximum, et alors la voix d'Isabelle, enregistrée dans le bureau, explosa dans les haut-parleurs haute fidélité du manoir. Elle résonna dans les murs, dans le plafond, dans le sol. 5 millions. Tuer les enfants. Un accident à la piscine. Le visage d'Isabelle se décomposa. C'était comme voir un masque de cire fondre devant le feu. Le sourire lui tomba. Les yeux lui sortirent des orbites. La peau devint grise. Elle tenta de se boucher les oreilles. « Éteins ça !» cria-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ? C'est un mensonge. C'est de l'intelligence artificielle. Ils m'ont enregistré et l'ont édité. Éteins ça. » Mais Eric ne l'éteignit pas. Il laissa l'enregistrement tourner. Il laissa Isabelle s'écouter elle-même, planifier l'assassinat de 2 bébés. « François !» dit Eric en prononçant le nom qu'il avait entendu dans l'enregistrement. « François est ton amant, n'est-ce pas ? Celui qui t'a aidé à falsifier tes dettes de jeu. » Isabelle recula, heurtant la porte fermée. « Tu ne sais pas ce que tu dis ?» cria-t-elle, acculée. « Tu es fou. Cette femme t'a lavé le cerveau. Je t'aime. »« Tu n'aimes personne, » rugit Eric. Et le cri fut si fort qu'il éclipsa les haut-parleurs. Il coupa le son d'un coup. Le silence qui s'ensuivit fut pire que le bruit. Eric s'approcha d'elle. Isabelle, tremblante, tenta d'utiliser sa dernière carte. Elle ouvrit son décolleté,
ébouriffa ses cheveux. « Si tu me touches, je crie, menaça-t-elle. Je dirai que tu m'as frappé. Je vais te ruiner, Eric. Personne ne te croira. Je suis une femme respectable. » Eric s'arrêta à 1 centimètre de son visage. Il pouvait sentir son parfum cher mélangé à la sueur de la peur. « Crie tout ce que tu veux, dit-il, mais crie fort pour que les policiers qui attendent dehors t'entendent. » À ce moment-là, les lumières bleues et rouges illuminèrent le vestibule à travers les vitres de la porte. Les sirènes qu'Eric avait demandé d'éteindre à l'approche s'allumèrent d'un coup, hurlant comme des loups affamés de justice. Isabelle regarda dehors, 3 voitures de police. Elle se tourna vers Eric et pour la première fois, il la vit telle qu'elle était, petite, pathétique et vide. « Tu ne peux pas me faire ça, » murmura-t-elle. « Demain, c'est notre mariage. »« Non, Isabelle, » dit Eric en ouvrant la porte principale pour laisser entrer le froid, la pluie et la justice. « Demain est le premier jour du reste de ma vie et tu n'y existes pas. » La chute de la méchante. Il y a des moments dans la vie que l'on savoure lentement, comme un bon café. Et voir tomber celle qui se croyait intouchable, celle qui a utilisé son pouvoir pour écraser les faibles, est l'un de ces moments, non par vengeance, mais par équilibre. Car le monde a besoin de savoir que la méchanceté a une date de péremption. 2 policiers entrèrent dans le manoir, trempés par la pluie, les mains sur les étuis de leurs armes. Derrière eux entra un détective en civil, un homme à l'air sévère qui tenait un mandat de perquisition. Isabelle tenta de courir vers la cuisine, cherchant peu, être une sortie arrière. Mais Madame Thérèse, qui était descendue armée de sa poêle en fonte, se posta sur l'encadrement de la porte. « Par ici, tu ne passes pas, sorcière », dit la vieille. Et bien qu'elle ne mesurât qu'1,50 m, à ce moment-là, elle semblait un géant. Isabelle freina net, glissant sur le marbre. « Ôte-toi de là, vieille stupide !» Le détective la rattrapa. « Isabelle Garcet, dit-il en lui montrant son insigne, vous êtes arrêtée pour tentative d'homicide aggravé sur 2 mineurs, fraude, falsification de documents et conspiration criminelle. »« Lâchez-moi !» cria Isabelle quand l'officier lui saisit les poignets pour lui passer les menottes. « Vous ne savez pas qui je suis. Je suis la future épouse d'Éric Dubois. J'ai des avocats. C'est une erreur, Éric. Dis-leur quelque chose. » Éric observait la scène depuis le pied de l'escalier, les bras croisés. Il n'y avait pas de peine dans son regard, seulement une lassitude infinie. « Tu n'es pas mon épouse, Isabelle, » dit-il froidement. « Et concernant tes avocats, j'espère qu'ils sont bons, car je vais te poursuivre pour chaque centime que tu as essayé de voler et pour chaque larme que mes enfants ont versée à cause de toi. Je te poursuivrai légalement jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien, pas même pour acheter un chewing-gum. » L'officier serra les menottes. Le clic métallique sonna comme une musique céleste. « Vous avez le droit de garder le silence », récita le policier en la poussant vers la sortie. Mais Isabelle ne garda pas le silence. Pendant qu'on la traînait sous la pluie, son masque de dame de la haute société tomba complètement. Elle commença à lancer des insultes, des grossièretés de celles qui feraient rougir un marin. « Maudits, maudits soient tous !» criait-elle, le maquillage coulant sous la pluie, ressemblant à un triste clown. « J'espère que vous mourrez. Ces enfants sont un fardeau. J'aurais dû garder l'argent. Éric, tu n'es qu'un moins que rien. Je te haïs. » On la fit sortir de force. Les voisins, alertés par les lumières et les cris, se penchaient aux fenêtres de leur manoir. Ils virent l'élégante Isabelle être menottée à l'arrière du véhicule de patrouille, donnant des coups de pied et crachant. Ce fut l'humiliation totale. La reine des glaces avait été détrônée et traînée dans la boue. Éric resta à la porte jusqu'à ce que les voitures de police disparaissent dans la nuit pluvieuse. Il respira profondément. L'air sentait la terre mouillée et la propreté. Le parfum doucereux d'Isabelle commençait à s'évanouir. Il ferma la porte. Il se retourna et vit Madame Thérèse, qui tenait toujours la poêle comme un bouclier médiéval. La vieille pleurait. « C'est passé, Cande », lui dit Éric, s'approchant et l'embrassant. Une étreinte qu'il lui devait depuis des années. « C'est fini. Pardonne-moi de ne pas t'avoir écouté plus tôt. »« Ah, mon petit, » sanglota-t-elle. « L'important c'est que tu aies ouvert les yeux. Dieu nous met à l'épreuve mais ne nous abandonne pas. »« Et les enfants ?» demanda Éric en se séparant, en haut avec elle. Éric monta les escaliers 2 par 2, entra dans la chambre des jumeaux. La scène qu'il vit lui brisa le cœur à nouveau, mais cette fois pour le reconstituer. Mélanie était assise dans le fauteuil à bascule. Elle avait les 2 enfants sur elle. Elle leur avait enlevé les vêtements trempés de sueur et les avait enveloppés dans des serviettes sèches. Elle leur donnait de l'eau avec une petite cuillère, petit à petit, avec une patience infinie. « Doucement, mon amour. Avalez doucement comme ça, » disait-elle à Léo. Les enfants ne pleuraient plus. La fièvre était toujours là, mais la terreur était partie.
Il savait que le monstre n'était plus là. Eric s'approcha. Il se sentait indigne d'être là. Mélanie. Elle leva les yeux. Ses yeux étaient fatigués, mais ils brillaient d'une force qu'il admirait. « Monsieur, l'ambulance arrive. Je les ai entendus arriver. Ils doivent les examiner à cause des drogues que cette femme leur a données. »« Oui, » dit Eric. « Oui, allons à l'hôpital. Allons-y tous les quatre. » Eric s'agenouilla à côté du fauteuil à bascule. Il regarda Mélanie dans les yeux, non pas comme le patron regarde la servante, mais comme un homme regarde la femme qui vient de lui sauver la vie. « Mélanie, je t'ai renvoyée, je t'ai insultée, je t'ai humiliée, et pourtant tu es revenue pour eux. Tu as risqué ta liberté pour mes enfants. Pourquoi ?» Mélanie caressa la petite tête d'Hugo, qui somnolait sur son épaule. « Parce que l'amour n'est pas un contrat, monsieur Eric, » dit-elle avec simplicité. « Et parce que ces enfants n'ont pas de faute si nous, les adultes, sommes aveugles. Ils avaient besoin d'une maman lionne. Eh bien, il m'a été donné d'en être une. » Eric prit la main de Mélanie, cette main rêche par le travail, aux ongles courts et propres. Il la baisa avec respect, avec dévotion. « Je te promets une chose, Mélanie. Tant que je vivrai, toi et ta mère ne manquerez de rien. L'opération de ta mère sera payée demain même, et tu n'auras plus jamais à nettoyer un sol à genoux. Je te le jure. Easy F, Easy F, Easy F, Easy F. » À ce moment-là, les paramédicaux arrivèrent. Ils entrèrent avec leurs brancards et leurs lumières. Ils emmenèrent les enfants pour les examiner. Eric partit avec eux en ambulance, mais avant de monter, il se tourna vers la porte du manoir. Mélanie était là, debout sous le cadre, regardant ses enfants être emmenés. « Monte !» lui cria Eric depuis l'ambulance. « Tu viens avec nous. Tu fais partie de la famille. » Mélanie esquissa un sourire timide mais sincère. Elle courut sous la pluie et monta dans l'ambulance. Et pendant que le véhicule s'éloignait, laissant derrière lui le manoir froid et vide, pour la première fois depuis des années, Éric Dubois sentit qu'il n'allait pas à l'hôpital. Il sentit qu'il rentrait enfin chez lui, car la maison n'est pas l'endroit où l'on dort, mais là où l'on est vraiment aimé. Et Isabelle. Eh bien, on dit qu'en prison il n'y a pas de drap de soie et que les codétenues ne sont pas très patientes avec les dames de la haute société qui maltraitent les enfants. Mais ça, ma petite, c'est une autre histoire. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que le bien a gagné, et a gagné haut la main la vie après la tempête. L'hôpital sentait le désinfectant et le silence, ce silence blanc qui vous met les nerfs à vif. Mais pour Éric Dubois, assis sur une chaise en plastique inconfortable dans le couloir de pédiatrie, cette odeur était meilleure que le parfum cher de la trahison qui avait imprégné sa maison. 3 jours s'étaient écoulés depuis la nuit de la tempête. 3 jours pendant lesquels Éric ne s'était pas séparé une seconde de la chambre 304. À l'intérieur, dans 2 berceaux à hauts barreaux, Léo et Hugo luttaient pour expulser de leur petit corps le poison que la femme parfaite leur avait donné. Le médecin sortit de la chambre en retirant ses lunettes et en se frottant l'arête du nez. Éric se leva d'un bond, le cœur serré. « Docteur, comment vont-ils? Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. » Le médecin soupira, mais esquissa un demi-sourire fatigué. « Ils sont forts, monsieur Dubois, très forts. Les niveaux de sédatifs dans le sang ont diminué. Les dommages hépatiques semblent réversibles. Ce qu'ils avaient était une intoxication chronique. Mais vous êtes arrivés juste à temps. Quelques semaines de plus avec ces doses et leur cœur n'aurait pas tenu. » Éric sentit ses jambes lui manquer. Il dut s'appuyer contre le mur. Quelques semaines de plus. La phrase résonna dans sa tête. S'il n'avait pas oublié le passeport, si Mélanie n'avait pas eu le courage d'affronter Isabelle, il enterrerait ses enfants aujourd'hui. « Merci, docteur », balbutia Éric, les yeux pleins de larmes. « Vous ne savez pas ce que cela signifie. »« Ne me remerciez pas, moi », dit le médecin en désignant la porte entrouverte de la chambre. « Remerciez-la. Cette jeune femme n'a pas dormi depuis 72 heures. Si elle ne les avait pas gardés hydratés et au chaud cette nuit-là, la pneumonie les aurait emportés avant le poison. Elle est le médicament dont ces enfants ont besoin. » Éric entra lentement dans la chambre. La lumière de l'après-midi entrait dorée par la fenêtre. Et là, se tenait l'image qui resterait gravée à jamais dans son âme. Mélanie était assise dans un fauteuil inclinable, Hugo endormi sur sa poitrine et Léo agrippé à sa main depuis le berceau. Elle dormait aussi, vaincue par l'épuisement. Elle avait la tête penchée sur le côté, la bouche légèrement ouverte et son uniforme froissé. Il n'y avait pas de maquillage, pas de bijoux, pas de prétention. Il n'y avait qu'une femme qui avait donné tout ce qu'elle avait pour des enfants qui n'étaient pas les siens. Éric s'approcha, regarda Mélanie comme si elle était une sainte, ôta sa veste de costume à milliers de dollars et la couvrit avec soin. Elle bougea un peu, murmurant quelque chose dans son sommeil. « J'arrive, mon enfant, j'arrive !»
murmura-t-elle endormie. Le cœur d'Éric se brisa. Même en rêvant, elle les gardait. Il s'assit par terre au pied du fauteuil, et pour la première fois depuis des années, Éric pria. Il ne demanda ni plus d'argent, ni de succès. Il demanda d'être digne de ses enfants, et digne de la leçon d'humilité que la vie venait de lui donner. Une semaine plus tard, le congé médical arriva, mais Éric ne voulait pas retourner au manoir. Cette maison était souillée, alors il prit une décision radicale. « Nous allons à la ferme de mes parents », annonça-t-il en chargeant les valises dans le camion. « À la campagne où il y a de l'air pur. » Mélanie, qui portait les jumeaux sur le siège arrière, le regarda surprise. « Nous y allons, monsieur. »« Moi aussi ?» Éric s'arrêta et la regarda par le rétroviseur. Leurs yeux se rencontrèrent. « Mélanie, tu n'es pas la nourrice, tu es la famille. Et j'ai une surprise pour toi. Ne crois pas que j'ai oublié. Le voyage fut long, mais tranquille. » Quand ils arrivèrent à la vieille ferme familiale, un endroit plein d'arbres et de soleil, quelqu'un attendait sur le porche. Une dame âgée assise dans un fauteuil roulant avec un châle coloré. Mélanie descendit de la voiture et resta pétrifiée. « Maman !» cria-t-elle en courant vers elle. C'était sa mère, Madame Lupita. « Ma fille chérie !» pleura la vieille dame en tendant les bras. Elles s'étreignirent entre larmes, cris et baisers. Mélanie ne comprenait rien. « Mais comment êtes-vous arrivés ici ? Et la douleur et l'opération ?» Éric s'approcha, portant Léo et Hugo, un dans chaque bras. « J'ai envoyé l'avion de l'entreprise pour elle il y a 3 jours, Mélanie. Elle a été opérée dans le meilleur hôpital de la capitale. Le spécialiste dit que dans 2 mois, elle marchera sans canne. Tout est payé, la rééducation, les médicaments, tout. » Mélanie se tourna vers lui, le visage baigné de larmes. « Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. C'est trop d'argent. J'ai juste fait ce que mon cœur me dictait. » « Non, Mélanie, » dit Éric d'une voix brisée. « Tu as sauvé la seule chose qui donne un sens à ma vie. Tu m'as rendu mes enfants. Tout l'argent du monde ne suffit pas à te payer cela. C'est le moins que je puisse faire. Ta mère vivra ici avec nous dans la maison d'amis avec tout le confort. Et toi, tu ne porteras plus jamais d'uniforme. » 6 mois passèrent, et si quelqu'un avait vu la famille Dubois, il ne l'aurait pas reconnu. Le domaine avait revécu. Là où il y avait eu le silence, il y avait maintenant des cris de joie. C'était un dimanche ensoleillé. Dans le jardin, Léo et Hugo, maintenant dodus, rosés et pleins d'énergie, couraient derrière un labrador qu'Éric avait adopté. Ils n'étaient plus ces poupées de cire tristes, ils étaient des tourbillons de rire. Éric était devant le barbecue, essayant de faire griller de la viande, même s'il était très mauvais à ça. Il portait un vieux jean et un t-shirt taché de charbon. L'architecte parfait avait disparu, et à sa place, il y avait un père présent. Madame Thérèse, qui bien sûr avait déménagé avec eux, le réprimandait depuis la table du jardin. « Monsieur Éric, la bavette va brûler. Laissez-moi faire, vous êtes très bon pour les plans, mais pour la cuisine, c'est un désastre. Laisse-moi, Cande, je m'entraîne. » Riait-il, et assise sur l'herbe, faisant des couronnes de fleurs avec sa mère, qui marchait déjà lentement avec un déambulateur, était Mélanie. Elle portait une simple robe à fleurs, les cheveux lâchés et une lumière dans le regard qui éclipsait le soleil. Elle étudiait en soins infirmiers à l'université locale l'après-midi, payée par Éric, car il lui avait dit qu'elle avait un don pour soigner et qu'elle devait l'exploiter. Éric posa les pinces à viande et la regarda. La voir rire avec les enfants, avec cette paix qu'elle rayonnait, lui fit ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était quelque chose de plus profond. C'était la certitude qu'elle était la pièce manquante du puzzle. Il s'essuya les mains sur un torchon et marcha vers elle. Les enfants, en le voyant, coururent et s'accrochèrent à ses jambes. « Papa, papa !» criait-il. « Monstre des chatouilles !» rugit Éric, se jetant sur l'herbe avec eux. Ils roulèrent, rirent, jouèrent jusqu'à s'épuiser. Quand les enfants partirent chasser un papillon, Éric resta assis à côté de Mélanie. Le silence entre eux était confortable, doux. « Es-tu heureuse ici, Mélanie ?» demanda-t-il soudain. Elle sourit en arrachant une marguerite. « Plus que je n'aurais jamais rêvé, Éric. Voir ma mère en bonne santé, voir les enfants grandir. Je n'en demande pas plus. Moi, j'en demande plus, dit-il en devenant sérieux. Mélanie le regarda, étonnée. « Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez retourner en ville? » ?»« Non, jamais. Je veux te demander de rester, mais pas comme l'infirmière, ni comme l'ami, ni comme l'invité. » Éric sortit de sa poche une petite boîte en velours. Ce n'était pas une bague géante de diamants ostentatoires comme celle qu'Isabelle aimait. C'était une simple bague en or blanc, avec une petite émeraude qui semblait avoir la couleur de l'espoir. Mélanie porta les mains à sa bouche. « Éric,
Mélanie, tu m'as appris à être père. Tu m'as appris que l'amour ne s'achète pas. Il se construit avec des détails, des veillées, des berceuses. Tu m'as sauvé moi aussi, car j'étais mort en vie. Je ne te promets pas une vie de luxe vide. Je te promets une vie réelle, de rire, de problèmes que nous résoudrons ensemble, de dimanches en famille. Je te promets de t'aimer comme tu le mérites, avec respect et avec l'âme. Veux-tu épouser cet idiot qui a failli tout perdre? Les larmes de Mélanie tombaient sur les fleurs. Elle regarda sa mère, qui hochait la tête en souriant au loin. Elle regarda les enfants qui jouaient joyeusement. Et elle regarda Éric, l'homme qui avait abandonné son orgueil pour apprendre à aimer. « Oui, dit-elle d'une voix ferme. Oui, je t'épouse, mais à une condition. » Éric rit nerveusement. « Laquelle tu veux? Que tu ne cesses jamais de cuisiner le dimanche, car même si la viande est brûlée, c'est le plat le plus délicieux du monde, parce que tu le fais avec amour. » Éric éclata de rire et l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser de cinéma, ce fut un vrai baiser. Un baiser qui avait le goût d'une promesse tenue, de seconde chance et d'une fin heureuse. Les enfants, en les voyant, coururent et se jetèrent sur eux dans une étreinte collective. « Câline d'ours !» cria Léo. Et là, dans ce jardin, sous le soleil de l'après-midi, la famille Dubois était complète. Épilogue, la justice divine. Ah, et si vous vous demandiez ce qu'il est advenu de la vipère? Dans une cellule froide de l'établissement correctionnel provincial, une femme qui portait autrefois de la soie portait maintenant un uniforme beige rêche. Il n'y avait pas de crème pour son visage, et les rides de l'amertume commençaient à se marquer. « Garcé, c'est à ton tour de nettoyer les toilettes !» cria une gardienne corpulente. Isabelle, ou la détenue 458, se leva de son dur lit de camp. « J'y vais !» murmura-t-elle en baissant la tête. Pendant qu'elle frottait le sol en béton avec une vieille brosse, Isabelle se rappela sa vie de luxe. Elle se rappela le manoir, les voyages, les bijoux. Elle avait tout eu à portée de main, et elle avait tout perdu par avarice. À côté d'elle, une autre détenue écoutait une petite radio à pile. Et dans d'autres nouvelles, l'architecte Éric Dubois a annoncé aujourd'hui la création de la Fondation Petits Anges, un centre d'aide gratuit pour les enfants en situation de maltraitance, dirigé par son épouse, Madame Mélanie. Isabelle serra la brosse jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Une larme de rage et de repentir tardif tomba sur le sol sale, se mélangeant à l'eau grise de la serpillière. Personne ne la vit pleurer, et personne ne s'en soucia. Car dans cette vie, ma petite, tout se paie. Et qui sème le vent récolte la tempête. Mais là, basse dans le domaine, le vent soufflait doucement, faisant bouger les arbres et apportant le son des rires de deux enfants qui, grâce à un ange aux gants de caoutchouc, avaient maintenant toute la vie devant eux. Fine.